Public Sénat, avec le concours de la Mutualité française, présente le 42e congrès de la Mutualité française. Bonjour à tous et bienvenue ici à Montpellier pour suivre le deuxième jour du congrès de la Mutualité française. Un congrès ouvert hier par Emmanuel Macron, le président de la République qui est venu prononcer ici un discours d'1 heure. Et ce matin, nous allons suivre les tables rondes consacrées à la protection sociale auxquelles participent les principaux leaders syndicaux. Nous allons les suivre dans quelques instants, mais avant cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Patrick Brottier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Mutualité française. Alors je le disais, Emmanuel Macron est venu hier ouvrir votre congrès. Il a prononcé un long discours et il a notamment annoncé la concrétisation d'une de ses promesses de campagne, le reste à charge zéro. Mais il est resté vague sur le financement, le président de la République. Combien ça va coûter aux mutuelles, cette promesse de campagne ? Écoutez, en tout cas, les mutuelles se sont mobilisées au sein de la Mutualité française pour faire des propositions, être constructifs, pour essayer vraiment d'être au plus près de cette capacité à réduire ou annuler les restes à charge pour une partie la plus large possible de la population, notamment celle qui était éloignée des soins. En même temps, c'est difficile de mesurer aujourd'hui toutes les conséquences en fonction des arbitrages qui ont été rendus sur les dispositions qui sont maintenant retenues, toutes les conséquences que ça portera, notamment par exemple sur est-ce qu'il y aura des effets qui sont positifs en termes de santé publique, rattrapage de soins, des gens qui étaient écartés des soins et qui du coup, notamment par exemple en matière de soins dentaires, viendraient se faire soigner, ce qui est très bien, mais du coup ça entraînera peut-être des coûts plus importants que ce qu'on peut estimer au jour d'aujourd'hui. Donc quel impact ça aurait éventuellement sur les cotisations? Et de la même façon, on a aussi beaucoup d'adhérents qui ont des garanties qui ne sont pas des garanties très étoffées, qui du coup vont avoir une meilleure couverture. Est-ce qu'il sera possible in fine de le faire sans augmentation de cotisation non plus? C'est une volonté qu'on a. Après, la réalité, c'est aussi la réalité économique et on espère au bout du compte réussir effectivement à mettre en place les dispositifs dans ces conditions-là. Mais ce sera un défi, c'est clair. Alors du coup, forcément, il y a une question que les Français se posent, qu'on se pose tous, c'est est-ce que le tarif de ma mutuelle va augmenter? Est-ce que vous pouvez nous rassurer là-dessus? À ce stade, il faut justement qu'on commence à évaluer vraiment toutes les conséquences que ça emportera. On a fait des projections, mais il y a des éléments qui sont par essence qu'on verra à l'exercice, quoi. Donc nous, la volonté, c'est d'essayer effectivement de relever le défi. Mais in fine, on est quand même prudent parce qu'on sait qu'il peut y avoir des impacts économiques et on a, nous aussi, quelque part, des modèles qui doivent être viables. Ça a été rappelé hier, y compris par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Et c'est vrai qu'on a le souci d'avoir des modèles soutenables, y compris dans les mutuelles. Donc on a ce défi à relever, on espère y arriver. On est des acteurs qui ont toujours montré leur détermination à favoriser l'accès aux soins. Il faut que simplement, dans cette projection nouvelle, dans cette configuration nouvelle, on arrive à faire la démonstration que l'équation économique est réalisable. Mais pas de garantie pour le moment, on a bien compris. À ce stade, il faut être prudent aussi quand même. Ce matin, les tables rondes, je le disais, sont consacrées à la protection sociale. Le système actuel est né il y a plus de 70 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, ce système est à bout de souffle selon vous ? Je ne le crois pas, mais par contre, il est vrai qu'on va être amené à repenser un certain nombre de modalités, parce que c'est vrai que les carrières professionnelles sont beaucoup moins linéaires. Aujourd'hui, les générations qui arrivent progressivement vont être amenées à exercer plusieurs métiers, à avoir plusieurs statuts sociaux. Il y a aussi de nouvelles formes d'emploi, notamment on parle beaucoup des plateformes et des nouvelles formes de travail indépendant. Et c'est vrai que la question de la protection sociale pour ces populations est posée. Et il y a aussi finalement de l'intérêt pour ces populations de cotiser à des dispositifs qui ne mesurent pas toujours l'intérêt, alors qu'à l'évidence, à mon avis, il y a un intérêt à avoir une protection sociale large, mutualisée, solidaire. Et je pense que finalement, il y a un double enjeu qu'on va évoquer ce matin. C'est la question des modalités d'accès, peut-être de la personnalisation d'un certain nombre de droits et de contingences qui permettront d'accéder à la protection sociale, mais en même temps en les inscrivant dans des dispositifs qui sont mutualisés et solidaires, parce que c'est la meilleure garantie d'équité et d'accès pour tous de pouvoir continuer à faire vivre ces dispositifs. Alors les principaux leaders syndicaux sont présents ce matin ici à Montpellier. Ils seront dans les tables rondes que nous allons suivre dans quelques instants. Quel est leur rôle dans la construction de la protection sociale de demain ? Il est majeur. En fait, un des marqueurs de la protection sociale française, c'est l'implication des partenaires sociaux dans la gouvernance de nombreux volets. Les employeurs réunis
se sont en quelque sorte mobilisés au-delà des contingences économiques pour faire en sorte de faire société au-delà de l'entreprise dans notre pays. Et donc je pense que c'est un des marqueurs français du système, cette implication des partenaires sociaux. Merci beaucoup Patrick Brottier. Nous allons donc écouter ces partenaires sociaux, puisque je le disais, c'est eux qui sont présents dans les tables rondes de la matinée. Nous allons tout de suite suivre la première table ronde consacrée donc à la protection sociale. Et c'est Jérôme Libenskine qui anime cette table ronde. Tout de suite, direction la salle plénière. Catherine Perret, bonjour, vous êtes la numéro 2 de la CGT. Pour avoir cette adhésion sociale, il va peut-être falloir changer les choses. Hier, ici même, sur cette scène, le président de la République parlait d'un système qui instaure des sécurités personnelles. Est-ce que c'est la façon, selon vous, d'instaurer des sécurités personnelles, d'avoir l'adhésion des citoyens dont parlait Luc Berry à l'instant, et donc d'avoir un système qui fonctionne mieux et qui nous accompagne mieux? Alors vous savez sans doute que la CGT est pionnière en matière de sécurité sociale professionnelle, puisque depuis plus de 15 ans maintenant, nous portons une proposition justement qu'on a appelée nouveau statut du travail salarié, et qui consiste à dire qu'il faut faire des mutations qui sont réelles, mutations du travail liées aux évolutions technologiques, numériques, y compris écologiques, un atout, et en profiter pour que les salariés puissent justement se projeter tout au long de leur vie professionnelle en ayant l'assurance de pouvoir justement progresser tout au long de leur carrière, changer d'emploi en toute sécurité, assumer des mobilités justement, qu'elles soient choisies. Est-ce que c'est pas antinomique dans la vie qu'on vit aujourd'hui de mettre les évolutions professionnelles et l'évolution telle qu'elle est aujourd'hui, avec la prise de risque que ça représente, et le fait d'avoir des assurances et des sécurités, justement? Bien sûr que non, puisque les mutations économiques et justement, elles nécessitent qu'on ait un salariat qui soit de plus en plus qualifié, donc qui soit dans la possibilité justement de progresser en qualification, et que c'est un apport économique indéniable. Je pense qu'on a tout intérêt, et d'ailleurs ce sont des orientations internationales qui sont actées, on a intérêt à faire monter en qualification les populations et à faire en sorte... Ça on est d'accord, mais sur le système de la protection, est-ce que la protection elle doit être plus individualisée? Est-ce qu'un système par exemple à la carte, ce serait une bonne idée? Alors, il n'y a pas de protection sociale s'il n'y a pas de droit collectif, et notamment de garantie collective. Nous, ce qu'on propose dans notre projet sécurité sociale professionnelle, c'est qu'il y ait du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on permette à chaque individu de se réaliser dans son travail, de pouvoir envisager de changer, d'être mobile, de se former, de se qualifier, mais dans un cadre de garantie collective. D'ailleurs, on est en train de faire évoluer notre revendication. Je vous disais, on parle de nouveau statut de travail salarié. Aujourd'hui, compte tenu des mutations liées à l'emploi, on va sans doute au prochain congrès de la CGT dans moins d'un an maintenant, parler de nouveau statut du travail, parce qu'on rencontre de plus en plus de jeunes qui n'ont pas de contrat de travail, ceux qu'on appelle, vous savez, les Uber, ceux qui travaillent dans les plateformes, qui viennent au syndicalisme, qui nous expliquent ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils nous demandent en premier, ces jeunes livreurs à vélo, à délivrer où? Vous savez, ils sont en train de s'organiser, y compris de faire entendre leurs droits. Ce que disait François Assad tout à l'heure. Exact, ouais, on n'a pas tout à fait les mêmes... Oui, ils portent des chasubles syndicales, effectivement, mais on n'a pas tout à fait la même vision de ce qu'il faudrait pour cette jeunesse-là. Qu'est-ce qu'ils nous demandent en premier? Ils nous demandent un droit à la protection sociale. C'est la première chose qu'ils nous demandent. Ils ne nous demandent pas d'emblée un contrat de travail. Ils nous disent on a besoin d'avoir une protection sociale qui nous garantit que si on tombe à vélo, qu'on se casse l'épaule, eh ben on va pouvoir survivre. Et la deuxième chose qu'ils nous demandent, ils nous demandent la possibilité de s'organiser pour bien faire leur travail. Et donc ça passe par la possibilité de recréer du collectif de travail. Et la deuxième chose, ça passe par la reconnaissance qu'ils font bien leur travail, donc la reconnaissance de leur qualification et de la possibilité de pouvoir évoluer. C'est justement nous ce qu'on préconise, c'est qu'il y ait une sorte de passeport qui permette de reconnaître que tout au long d'une vie, on acquiert des compétences et des qualifications, que par son expérience professionnelle, on bouge, on change, et que ça ne peut pas être perdu à chaque changement d'emploi, qu'il faut qu'il y ait une progressivité en termes de salaire et de reconnaissance et de mobilité fonctionnelle. C'est ça notre projet à la CGT.
Je vais vous donner la parole dans quelques instants, François Méril, juste peut-être avant Stéphanie Soares. L'accompagnement, justement, ce besoin de protection sociale et de protection sociale primaire, j'allais dire, pour l'ensemble de ces nouveaux métiers. Je suis livreur à vélo, je tombe, je me casse l'épaule. Comment je fais pour continuer à vivre le temps que je sois en arrêt maladie? Est-ce que là aussi, c'est le rôle des mutuelles, de la mutualité française, de s'impliquer là-dedans et de trouver des solutions? Alors c'est assez drôle, on parle d'évolution des trajectoires professionnelles et quand dans l'échange, on reste très attaché au statut. On parle de livreurs à vélo, on parle de salariés, d'indépendants. Et encore une fois, ça ne concerne pas que les transitions professionnelles, mais aussi l'ensemble des transitions de vie. L'idée du rattachement des droits à la personne plutôt qu'au statut, c'est de partir d'un principe que l'actif, le parent, le retraité, le citoyen ne peuvent pas être saucissonnés, ne peuvent pas être appréhendés comme des entités séparées, mais bien comme des visages d'une seule et même personne. Et donc l'idée du rattachement des droits à l'individu et non au statut, qui soit livreur à vélo, qui soit indépendant, qui soit salarié dans une entreprise privée ou d'une collectivité territoriale, c'est un moment de faciliter les transitions, de limiter les ruptures pour pouvoir accompagner la personne dans son entièreté. C'est vrai que pour les mutuelles, c'est un sujet important puisqu'on est des compagnons de vie de nos adhérents tout au long de leur vie, on souhaite l'être tout au long de la vie de nos adhérents et donc on doit être en capacité d'accompagner nos adhérents dans l'ensemble et dans l'intégralité de leur parcours en limitant les ruptures et en facilitant les transitions. Et c'est la raison pour laquelle la mutualité s'intéresse à ces sujets, c'est la raison pour laquelle la mutualité a souhaité mettre en place ces tables rondes, parce qu'on peut être vécu comme n'étant pas très légitime sur le sujet de la protection sociale. Pour autant, la mutualité était pionnière en la matière et on n'est pas uniquement une fédération professionnelle, on est aussi et avant tout un mouvement social qui a une vision de la société, une vision du monde, une société qu'elle veut plus juste, moins exclusive, beaucoup plus inclusive, et donc une société qui prenne l'individu non pas par petits morceaux ou par statut, mais bien dans leur entièreté, un individu avec l'ensemble de ses visages, de ses étapes de vie, de son parcours de vie. Et puis on peut changer de statut au cours de sa vie. Luc Omeril, vous êtes le président de la CFE-CGC, les cadres. François Omeril, pardon. Pas grave. Voilà. François Omeril, donc président de la CFE-CGC. Les cadres c'est un statut. Il faut le remettre en cause. C'est un statut aujourd'hui d'être cadre. Ah, c'est à moi. Bon. Alors, d'abord un mot, la CFE-CGC s'honore bien sûr de représenter au mieux qu'elle le peut les cadres, mais ne représente pas que les cadres, toutes les catégories de l'encadrement, les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres. Un mot sur ce qui a été dit en tout début. Excusez-moi, comme Mais je vous en prie. Le thème de la table ronde fait qu'il faut relancer toujours sur des questions. Je vais répondre à votre question sur le statut. Mais on a commencé par la question du fait, vous le disiez vous-même, des personnes qui souhaitent changer. Je crois que c'est 50% des personnes à qui on pose la question et qui disent mais moi demain j'aimerais bien changer d'emploi, quitter ma boîte. Moi ce qui m'étonne c'est qu'on s'en étonne. En vérité, ça fait 30 ans qu'on se rine aux gens qu'il faut surtout pas qu'ils s'attachent parce que demain sera pire qu'aujourd'hui, parce que tout peut arriver, on va tous mourir, etc. L'entreprise c'est fragile, la compétition économique, etc. C'est la réponse des gens. Un être humain, il a de l'instinct, il a un instinct de conservation. Il se dit mais si je m'attache à mon entreprise et que demain on me dit bah de toute façon tes quantités négligeables, va donc chercher ailleurs du travail, eh bien il sait qu'il va beaucoup plus souffrir. Donc il fait un effort pour ne pas s'attacher. Donc la vérité aujourd'hui très concrète de la relation des salariés avec leur entreprise, c'est qu'ils sont dans cette situation ambiguë de savoir s'il faut s'attacher ou pas. Et pourtant, François Omeril, quand on demande aux Français s'ils aiment les entreprises, globalement, la réponse n'est pas très positive. En revanche, quand on leur demande s'ils aiment leur boîte, globalement, la réponse est extrêmement positive. Et bien sûr, il y a un très fort taux d'attachement à sa boîte. Bien sûr, ils aiment. Mais par contre, ils savent qu'il y a un risque dans le fait de s'attacher à un emploi, à une entreprise, parce qu'ils savent que, et c'est très très clair, au lieu de travailler sur les moyens de maintenir les compétences dans l'entreprise depuis 20 ans, on a travaillé et renforcé les dispositifs législatifs pour augmenter les moyens de rompre ce lien de façon de plus en plus facile. Donc je pense que ça aussi c'est une vraie question politique sur laquelle à un moment il faudra s'interroger. Deuxième point, sur la question du risque. Moi ma grand-mère
me disait toujours, tu sais François, on n'a pas de bonnes idées quand on a froid aux pieds. Et je pense qu'il faut bien se mettre dans la tête que quelle que soit la structure de l'emploi, les conditions dans lesquelles on l'exerce, quelle que soit la compétence qu'on met en œuvre, il est tout à fait légitime. Et moi, je veux bien accepter le fait que des populations de plus en plus nombreuses auront peut-être le désir d'exercer leur emploi de façon indépendante. Je dis bien indépendante, d'ailleurs vous l'avez souligné vous-même tout à l'heure, indépendante d'un lien de subordination, mais pas indépendante économiquement, on se comprend bien. Là, il faut bien avoir des clients, elle est très forte. Voilà. Et donc, on n'est pas créatif si on n'est pas en sécurité pour développer sa créativité. Et on comprend bien, sous cet angle-là, la nécessité absolue que les gens qui vont s'investir personnellement et de façon individuelle dans un environnement économique parfois hostile et qui vont devoir développer leur créativité pour apporter au collectif économique, il faudra qu'ils soient dans des conditions sécurisées. Et c'est le troisième point, vous posiez la question tout à l'heure de l'individualisation. Moi je pense qu'il faut être extraordinairement prudent. Autant l'universalisation, c'est-à-dire la capacité d'un dispositif à offrir une place à chaque personne, quel que soit son statut. Et je terminerai donc sur votre question sur les statuts. Là, on ne peut pas être contre ça. Mais l'universalisation ne veut pas dire individualisation des droits. Attention, l'individualisation, c'est quasiment le contraire de la solidarité. Le principe de la solidarité, ce qui fonde le modèle social français, ce qui fonde sa force et sa cohérence, c'est le fait justement qu'il organise sur un plan économique la répartition des ressources à travers un dispositif de solidarité intercatégorielle. Vous m'avez posé la question, il y a des gens qui contribuent plus et c'est normal, je suis là ici pour le dire et pour en témoigner. Il est logique que dans le dispositif de solidarité, des gens qui ont plus de ressources pour le faire, qui ont plus de moyens, qui sont peut-être dans un environnement... C'est le fondement même de la solidarité. C'est qu'ils contribuent plus. Et la question, finalement, une fois qu'on a posé ça, une fois qu'on a posé la nécessité que chacun, quel que soit son statut, soit entouré de garanties collectives qui feront qu'il ne porte pas sur lui-même le risque qu'il a d'avoir des soucis de santé, etc., de rencontrer la perte d'emploi ou des choses comme ça, dès l'instant qu'on aura travaillé et qu'on aura été d'accord sur le principe d'offrir des garanties collectives dans lesquelles chacun peut s'inscrire, la question de savoir comment on organise le flux financier finalement des droits est une question technique. Moi, je m'intéresse au point politique. Le point politique, c'est le principe que chacun, quel que soit son statut, doit pouvoir être garanti dans son activité, et bien de pouvoir la développer sans avoir la crainte d'avoir un pépin. Je termine sur un exemple que tout le monde connaît, même si parfois c'est un peu, on va dire, caricatural de le convoquer ici, mais chacun sait que chacun connaît cette histoire aux États-Unis d'un couple de jeunes cadres et la femme est enceinte et tout d'un coup ils apprennent que c'est une grossesse à risque, que dans l'entreprise la mutuelle ne couvre pas ça, ils se retrouvent le soir et ils décident de vendre la maison. Cette histoire est vraie, tout le monde connaît quelqu'un qui a raconté cette histoire. Donc moi je pense que c'est typiquement l'anti-modèle. C'est l'anti-modèle et il faut travailler, puisque c'est le sujet pour le coup, travaillant, moi vous savez j'ai quand même un peu des doutes sur ceux qui boivent dans la boule de cristal et qui nous prévoient que dans 20 ans, dans 50 ans, pourquoi pas dans 500 ans, on changera 16,12 fois d'emploi par carrière, etc. Vous savez, les choses parfois évoluent. J'observe, je disais, c'est François Asselin qui disait que lui, il n'arrive pas à recruter. Donc il y a quand même une manière un peu de paradoxe là-dedans. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais ce qui me paraît important pour le coup, et notamment, vous le dites, pour les gens dont on dit qu'ils ont des statuts et que ces statuts, vous avez parlé du statut cadre, moi j'emploie jamais ce terme-là parce que je considère qu'il ne décrit pas la réalité. Moi je suis journaliste, je fais de la caricature, vous savez, il n'y a pas de problème. Ce qu'est un membre de l'encadrement, un cadre dans son entreprise, on ne peut pas tout réduire à un statut, hein, c'est une responsabilité, c'est un engagement, c'est des droits et des devoirs, c'est d'ailleurs l'objet de la négociation. Qui est en cours actuellement, qui est un peu au point mort, il faut bien le dire, mais qui va redémarrer. Et la question, elle est effectivement de rattacher des droits suffisamment pérennes, suffisamment organisés pour que des personnes, en fonction de leurs compétences, de la responsabilité du projet de carrière qu'ils ont, ils puissent se projeter dans leur vie sans avoir à assumer sur leur seule personne tous les risques qu'ils prennent. Tenez, justement à ce sujet-là, une question de Patrick Julou. Faut-il rattacher les droits aux personnes tout au long du parcours professionnel? Luc Béel.
Excellente question. La réponse est assez facile. Oui, tout le sujet, c'est comment. Voilà. Enfin, la question de fond, alors on a tous des appellations diverses, mais enfin, ce qu'on utilise maintenant, en règle générale, c'est la question de la sécurisation des parcours professionnels, c'est ça le sujet. Et dans la sécurisation des parcours professionnels, pour la partie protection sociale en tout cas, ça veut dire forcément évoluer d'une protection sociale qui a été d'abord historiquement construite en relation avec des statuts, avec quand même des options qui étaient des options assez largement organisées autour du travail. Une fois qu'on a raconté toutes les histoires qu'on veut sur la sécurité sociale et surtout sur l'assurance maladie, au point de départ, elle se constitue d'abord sur la question des indemnités journalières. C'est-à-dire comment est-ce qu'on verse une indemnité pour remplacer la rupture momentanée du contrat de travail. Bon, c'est autour de ça qu'on commence. Et puis heureusement, ça devient un droit universel, on évolue en même temps que la société évolue. Et d'ailleurs, on fait évoluer forcément l'assiette de financement, le mode de gestion, et c'est ces sujets-là qui nous sont posés aujourd'hui. D'autant que on peut toujours spéculer pour savoir la rapidité, la véracité des prévisions qui sont faites. Le propre des prévisions, c'est que en général, elles engagent une fois sur deux, elles se ceux pensent, qui les ça, croient, et c'est à la fin qu'on se rend compte si elles sont vraies ou pas. Mais ce qui est certain, et ça c'est une donnée du XXIe siècle, les mutations économiques, sociologiques, démographiques, etc., c'est pas franchement très nouveau. Ce qui est très nouveau dans le XXIe siècle, c'est la rapidité avec laquelle les choses se font. Et là, c'est là qu'il y a véritablement un besoin de sécurisation et de production de nouveaux types, effectivement, peut-être de droits et de couverture. On voit comment, par exemple, les questions de formation, ça a été évoqué dans la table ronde précédente, sont de plus en plus des questions, ça a toujours été une question décisive. Mais c'est encore plus central qu'avant. Encore plus, dans la mesure où il y a une accélération des processus. Donc, oui, rattacher les droits des personnes tout au long du parcours professionnel, à l'évidence, quand ces parcours vont obéir à différents statuts, si on continue à avoir une protection qui est essentiellement organisée autour des statuts, on ne peut pas garantir la pérennité des droits qui peut sécuriser ces parcours. Catherine Perret, faut-il, Luc Beryl dit oui, et il pose une très bonne question, c'est comment? Alors comment on fait? Alors déjà, je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que François disait sur la question de l'égalité et du collectif. Dans notre modèle social, il faut protéger les plus fragiles. Et j'ai envie d'avoir une pensée devant vous aujourd'hui au seul ministre du Travail et également secrétaire général de la CGT de la métallurgie, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a mis en œuvre la sécurité sociale. Et sur quel fondement il l'a fait? Il l'a fait sur à chacun selon ses besoins, cotise selon ses moyens. Et ce principe, il est éminemment important et valable encore aujourd'hui et encore plus aujourd'hui. Il est transposable aujourd'hui. Bien sûr, il est même plus que transposable. Nous portons dans notre campagne revendicative la nécessité d'étendre ce principe à ce qu'on n'a pas pu faire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en matière de formation professionnelle tout au long de la vie, en matière d'assurance chômage, en matière de logement et en particulier de logement social. Et ça, c'est quelque chose qui est posé aujourd'hui, véritablement. Si on veut réduire les inégalités, si on veut donner à chacun sa chance de s'insérer durablement dans l'emploi et dans la vie, il faut véritablement maintenir ce principe que ceux qui ont les plus gros revenus cotisent pour ceux qui ont le plus de besoins. C'est un principe de solidarité intangible. C'est pourquoi en matière de sécurisation, à la CGT, nous ne parlons pas de sécurisation des parcours, mais nous parlons de sécurisation des personnes pendant leur parcours de vie. Et ça change tout. On s'éloigne du concept de flexibilité et on adhère à un concept de sécurité tout au long de la vie. Et donc on pense, nous, qu'il faut véritablement que tout au long de la vie, chaque individu puisse avoir du sur-mesure dans un cadre collectif. C'est pourquoi nous sommes très attachés et nous sommes très en colère d'ailleurs contre la réforme de la formation professionnelle qui est en train de se mettre en place et discutée à l'Assemblée nationale cette semaine, puisqu'elle casse toute cette dimension collective et ce lien à l'éducation permanente. Nous sommes très attachés à la nécessité de créer notamment un accompagnement collectif
autour du travail, autour du bien travaillé pour chaque individu. C'était la conception notamment qu'on avait mis en place à la précédente réforme en 2013 du Conseil en évolution professionnelle où chaque individu pouvait se rendre auprès d'un conseiller pour parler de son travail, revendiquer de bien travailler et revendiquer une évolution professionnelle. C'est éminemment important si on veut réussir véritablement une insertion massive des personnes dans l'emploi et y compris dans leur vie plus largement propre. François Méril, vous partagez ce qui vient d'être dit, c'est le même constat de votre côté, du côté de la CFE-CGC ? Oui, moi je l'ai déjà dit, je veux bien le réaffirmer. En plus, moi qui habite en Savoie, évidemment, j'ai beaucoup d'honneur et de plaisir à citer Ambroise Croizat dans ce qu'il a légué à notre modèle social et à ce qui structure aujourd'hui la société de façon extrêmement forte. Peut-être c'est pas inintéressant de revenir sur cette question de droit attaché à la personne. Et je veux repréciser ce que j'évoquais tout à l'heure. Nous, à la CFE-CGC, on ne croit pas à l'efficacité du droit opposable, du droit individuel opposable. On pense que c'est très bien, c'est très beau, mais malheureusement, ça peine à prouver que c'est efficace. À l'exemple, alors je ne vais pas le développer ici parce que ce n'est pas le sujet, mais s'agissant de la formation professionnelle, d'une certaine façon, tout le prouve aujourd'hui. Ça fait maintenant plus de 10 ans, 15 ans qu'on a mis en place, mis au point des dispositifs de droit individuel à la formation dont on voit bien qu'ils peinent à être efficaces. Pourquoi ? Parce que pour les rendre efficaces, il faut qu'ils soient opposés, de fait, dans un cadre collectif dans lequel ils sont portés. Et donc on se retrouve avec une forme de paradoxe finalement, paradoxe ultime dans les dernières dispositions, avec les dernières propositions, mais là encore c'est pas le sujet, où finalement plus on donne de droits aux gens, plus d'une certaine façon on les rend inefficaces dans la façon de les faire se réaliser. Là, je reviens sur le champ de la protection sociale. Moi, je ne comprends pas. Je pense qu'on peut poser de façon politique, comme un principe, le fait qu'à travers les mutations de l'emploi, et quel que soit le statut des individus, et quelles que soient les perturbations qu'ils ont à traverser au cours de leur carrière, quelles que soient les différences de métier, quel que soit l'engagement qu'ils vont décider, qu'ils aient 18 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, eh bien, on peut très bien poser le principe que les conditions dans lesquelles ils s'engagent dans leur carrière, dans leur société, seront couvertes sur le plan du risque. Là, on est sur le risque maladie, sur le risque dépendance, sur tous les risques qu'il y a et qui sont attachés à la personne. On peut très bien poser comme un principe qu'ils seront garantis au même niveau. Alors ça, j'aurais tendance à dire, mais comment dire, on est ici à la réunion de la mutualité, mais j'aurais tendance à dire... à la limite, la sécurité sociale en tant que telle aurait pu être ce système-là si elle avait décidé de croître en termes de prestations et de garanties au même niveau qu'on voyait l'économie croître. On a mis en place en même temps le système de compensation par les mutuelles. Moi, je trouve que c'est un dispositif qui, justement, a rajouté quelque chose de plutôt riche dans le dispositif. C'est que le dispositif mutualiste, en tout cas dans son origine, était un dispositif qui venait coller à une communauté de travail, qui finalement s'identifiait à une entreprise. Moi-même, j'ai connu la mutuelle d'entreprise. Il y a eu une époque où ça existait et où c'était pas si mal que ça, d'une certaine manière. Même si on comprend bien aujourd'hui qu'avec les contraintes réglementaires, dont au passage celles-ci, on ne peut pas y déroger. Moi, je m'interroge toujours sur le sens à donner quand on m'explique qu'en matière de contrat de travail, il faut déroger à l'infini. Par contre, les contraintes réglementaires, il n'est pas question d'y déroger. Mais bon, peu importe. Rapidement, parce qu'il y a deux autres questions. Oui, alors pardon, oui, très rapidement. Simplement, il me semble que justement, la question, elle est technique. Ce qui est important, c'est de se mettre d'accord, de poser comme un acte fort que le régime, ce qu'on appelle le reste à charge zéro, hein, tous ces principes-là, il doit être posé comme étant une donnée incontournable. Et ensuite,
La réponse, elle est forcément technique. Il doit y avoir le moyen, suivant l'activité qu'on développe, d'asseoir les cotisations qui permettront d'alimenter le dispositif sur l'assiette suffisamment bien choisie pour pouvoir justement atteindre le niveau que l'on souhaite en termes de dépenses. Et c'est là qu'on voit que le diable est dans les détails, parce que suffisamment bien choisi, c'est un sacré chantier. J'aimerais qu'on prenne la question de Stéphane Fradet. Les grands défis induits par les mutations du travail exigent-ils de reposer le droit du travail et de la protection sociale encore trop assis sur le modèle du CDI et à temps plein? Luc Béryl, je vous vois que vous faites nom de la tête. Je ne pense pas qu'on puisse tracer comme ça une égalité entre les deux. On est dans un monde qui entre bouge. Le CDI et temps plein, peut-être pas, mais la question du CDI, elle est centrale. Non, je ne conteste pas qu'elle soit centrale ou qu'elle soit posée de façon centrale, à tort de mon point de vue. Le contrat de travail à durée indéterminée correspond à la majorité des situations qu'on connaît en France, et puis il y a des contrats à durée déterminée qui théoriquement peuvent être parfaitement justifiés par des situations bien identifiées. On peut avoir besoin à un moment donné d'embaucher quelqu'un pour 3 mois de boulot. On ne va pas créer un CDI parce qu'on a un marché précis, on a un besoin précis, et heureusement qu'il y a les CDD qui servent à ça. Tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on a détourné volontairement ou involontairement des contrats qui correspondent à des situations économiques ou professionnelles particulières de leur utilisation première. Bon. Et de toute façon, concernant, et moi je pense que l'idée de dire adaptons-nous, puisque tout ça va bouger, mieux vaut faire en sorte d'avoir une espèce de contrat de travail qui finalement garantit pas grand-chose, si ce n'est qu'il n'empêchera personne de bouger. Alors individuellement, tout le monde peut bouger individuellement si c'est son souhait. Le sujet, c'est plutôt les mobilités forcées. Bon, j'observe d'ailleurs qu'aujourd'hui, rompre un CDI, c'est quand même à la portée de beaucoup d'entreprises, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'en matière de facilitation de la rupture de CDI, on ne cesse de faire des progrès, pas forcément dans le sens que souhaiteraient les organisations syndicales d'ailleurs. Donc le sujet pour nous n'est pas sur le contrat de travail. Le sujet, c'est de faire en sorte qu'autour du contrat de travail, il y a un certain nombre de garanties, de protection qui permettent aux salariés d'équilibrer la relation de travail qu'il entretient avec son employeur. Et si je fais le lien, puisque le lien est fait dans la question, avec la question de la protection sociale, c'est le même sujet. On peut concevoir que quelqu'un qui est un CDD ou qui est un CDI, de toute façon, à l'avenir et d'ores et déjà, il y a ces transformations professionnelles, il y a ces bougées professionnelles. Bon. Et le sujet, c'est de faire en sorte que dans ces bougées professionnelles, les garanties sociales et de protection sociale dont on dispose soient pérennes, de façon à sécuriser ces transferts. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de la SNCF. Je vais dire juste un mot sur la question de l'ouverture du marché ferroviaire, mais un des sujets qui est posé... Je m'étais dit qu'on n'allait pas en parler, mais allez-y. Non, mais je ne peux pas m'en empêcher, parce que non seulement l'UNSAN n'est pas peuplée que de fonctionnaires, mais elle est un peu peuplée de cheminots aussi de temps en temps. Il doit y en avoir dans la salle, des cheminots, je présume, puisqu'ils ont des mutuelles. Un des sujets posés par l'ouverture du marché ferroviaire à la concurrence, pour les cheminots, c'est aussi la question des garanties sociales qu'on leur apporte. Un cheminot SNCF qui serait éventuellement transféré dans une entreprise privée qui raflerait un marché, conservera-t-il ou non les garanties sociales qu'il a aujourd'hui acquis dans son entreprise, de par le statut et de par aussi un certain nombre d'accords d'entreprise? Comment est-ce qu'on sécurise cette question-là? Bon, donc cette question, elle n'est pas éthérée, elle est extrêmement concrète, elle est très présente là dans le conflit qui est en cours, et on ne s'en sortira pas simplement par la question du contrat de travail. Le contrat de travail aujourd'hui n'est pas un obstacle à la protection sociale. Il faut que la protection sociale s'adapte de façon à garantir des droits qui sécuriseront ces parcours. Et je ne pense pas que c'est en réduisant la nature et la solidité des contrats qu'on s'en sortira dans cette situation. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on sécurise ces évolutions, c'est pas comment est-ce qu'on les fragilise. Catherine Paël, finalement, la question du contrat de travail, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut se poser le sujet si on a envie d'évoluer ?
Bien sûr que non. D'abord, un premier constat, la grande majorité des travailleurs aujourd'hui sont couverts à la fois par des conventions collectives et travaillent en contrat à durée indéterminée. Le principal problème qui se pose, c'est l'entrée dans la vie active pour les jeunes qui, eux, sont recrutés très majoritairement aujourd'hui en CDD. Donc la norme doit rester le CDI. Et je vais prendre des exemples précis. Pourquoi ça doit rester le CDI? Pas seulement parce que c'est une consigne idéologique, parce que c'est bon pour l'économie. On a dit tout à l'heure que les salariés, ils aimaient leur entreprise, ils aimaient leur travail et ils avaient envie de bien travailler. Et se pose la question, dans un monde de mutation économique aussi forte qu'on le connaît aujourd'hui, du savoir-faire et de la transmission du savoir-faire. Si on précarise tous les contrats de travail, si on en réfère à un turnover en particulier, tout en azimut dans l'entreprise, où est la conservation des savoir-faire? La CGT en Lorraine est en train de travailler sur un projet très prestigieux autour d'une entreprise qui l'est aussi, qui s'appelle Baccarat. Tout le monde connaît les cristalleries Baccarat. Cristal, ouais. Eh bien, les cristalleries Baccarat sont en train d'être rachetées par des étrangers, des Chinois. Et la situation, elle est telle que l'entreprise Baccarat n'est plus en mesure de faire du verre haut de gamme aujourd'hui parce qu'elle n'a plus. Elle a abandonné à un moment donné le travail en compétences et en montée en compétences de ses ouvriers et elle n'a plus les maîtres verriers nécessaires pour fabriquer justement ces pièces de prestige. Et elle a fait le choix à un moment donné, uniquement en termes de rentabilité à court terme, de faire de la production industrielle. Aujourd'hui, elle se rend compte que c'est une erreur économique. Et donc on est en train de construire une école de l'excellence pour recréer justement le savoir-faire des ouvriers et faire en sorte qu'il y ait une stabilité dans l'entreprise de gens très formés qui vont redémarrer la prestigieuse cristallerie Baccarat. Ça, c'est une belle réussite et on pourrait en développer à l'envi de ces réussites-là. Les entreprises, elles ont besoin de sécuriser dans l'entreprise leurs salariés, de les faire monter en compétences et en qualification parce que c'est bon pour l'économie et si c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les cotisations, c'est bon pour la protection sociale, c'est au bout du compte bon comme modèle social à faire perdurer. Merci beaucoup François Omeril. Un mot rapide là-dessus parce qu'il y a une dernière question que je voudrais absolument poser. Non, mais la question, elle a été bien traitée. Hein. Moi, je m'associe tout à fait avec la question de la nécessité pour les entreprises d'avoir des moyens de conserver les compétences en interne. Vous savez, il y a beaucoup d'endroits où, effectivement, on a perdu la clé du champ de tir et on sait pourquoi. Donc, non, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas un CDI, on n'est pas un citoyen à part entière. Bah, c'est le seul problème. C'est le seul problème. On n'a pas les moyens d'investir dans un logement, on n'a pas les moyens, on n'a pas accès à tout ce que la société peut proposer, c'est tout. Donc si on arrive à régler ça, à mon avis, demain ce seront les entreprises qui feront du CDI un argument, en disant venez chez moi il y a un CDI. Voilà. Ça veut dire qu'il faut poser la question de tous les gens qui ne sont pas en CDI et obliger la société à s'y adapter. Tout à fait, bien sûr. Dernière question, donc, l'ubérisation touche aussi la protection sociale, c'est une question de Benjamin Laurent. Comment lutter contre l'entrée des acteurs qui créent des assurances pay as you go en santé, en totale contradiction avec les valeurs des vraies mutuelles? Stéphanie Soares, je pense qu'elle est pour vous celle-là. Formidable. C'est vrai que c'est en contradiction complète puisque les valeurs de mutualité, c'est la valeur de mutualisation, de solidarité. Et effectivement, c'est de réintroduire une logique de communauté. On parle d'individualisation, mais il y a une vraie nécessité de retisser du lien affinitaire avec nos adhérents, justement pour qu'ils voient toute la différence entre ces assurances pay as you go et les réalités. C'est les assurances à la carte. Exactement. Pour le dire en français. Hein. Assurance à la carte, ça peut être aussi des assurances comportementales. Enfin, ça peut reposer sur un certain nombre de choses. Mais il y a vraiment une nécessité. Je crois que là, on a un gros travail à faire, mais de reconquête. Et la campagne de communication qui est mise en place par la mutualité française peut être un outil aussi pour reconquérir l'opinion, mettre en avant les valeurs des mutuelles, les logiques de solidarité, les logiques de mutualisation.
On ne peut pas avancer, on ne peut pas couvrir correctement une société en étant dans une segmentation exacerbée, en découpant. Si chacun se couvre pour son risque, au final, on sortira complètement de la logique du modèle social qui est le nôtre, qui doit reposer sur une solidarité nationale forte et en mutualité. Au plus on a une assiette qui est large et au plus on a une capacité à mutualiser, effectivement, au plus on peut assurer des risques de manière correcte. Et donc je pense que c'est alors l'interdire, on ne pourra pas forcément l'interdire, mais en tout cas c'est une nécessité de reconquête d'opinion pour nous, une reconquête des adhérents sur les valeurs, sur la différence qui est la nôtre. Ça touche pas seulement l'assurance santé, hein, cette tentation du pay as you go de créer quelque chose comme ça à la carte, de totalement individualiser. Certains disent que ça peut être une solution pour le modèle social très rapidement. J'imagine évidemment que vous allez tous me dire non, mais je vais vous demander de développer un tout petit peu rapidement. Pourquoi c'est évidemment pas la bonne idée à vos yeux? François Méril, vous avez pris le micro. Allez-y. Et pour conclure. Honnêtement, c'est pas nouveau. Moi, je me souviens avoir eu il y a 30 ans une belle engueulade avec un collègue qui me dit: j'ai fait mes calculs entre ce que je cotise et ce que les assurances me remboursent. Finalement, ça s'équilibre. Je lui dis: mais t'as rien compris au film. Le principe de l'assurance maladie, c'est de toujours payer et de jamais avoir besoin de dépenser. Et le problème, il est là, c'est qu'il y a un authentique paradoxe. Le principe de l'assurance maladie et des mutuelles complémentaires, il est basé sur ce principe-là. Et ce qui est très très inquiétant, effectivement, dans l'apparition, mais c'est un mécanisme qui est à l'œuvre et contre lequel, je crois, il faut se protéger, hein, un mécanisme dans lequel les valeurs de la mutualité, du mutualisme ne sont pas au centre même de l'intervention économique. Je cite personne, et avec le risque de toujours sélectionner le bon risque et le mauvais risque. Enfin, tout le monde connaît ça, hein. On va assurer le bon risque et puis le mauvais risque, on va le laisser aux autres, en particulier aux mutuelles. Donc, c'est un dispositif qui, d'une certaine manière, est délétère. Et moi, il me semble qu'il faut réagir contre ça, parce qu'au-delà du modèle social, de tout ce qu'on a, je pense, nécessité chacun d'exprimer, il y a une réalité économique d'un modèle qui a ses zones de fragilité. Et si on ne pose pas les bases et les valeurs clés du dispositif, on risque effectivement d'être confronté à un phénomène d'effritement. Et ça, ce sera grave. Catherine Perret ? Alors je partage complètement ce que vient de dire François, mais je voudrais développer aussi un autre élément, c'est que collectif, solidarité, c'est aussi ce qui fait démocratie. Et donc encourager la population à trouver des solutions individuelles à court terme complètement indépendantes des autres, c'est mettre à bas tout ce qui a fondé la cohésion sociale de la construction de notre pays. Et il me semble qu'en termes de démocratie, c'est extrêmement dangereux. On a des exemples quand même à nos frontières de ce type de politiques qui ont été menées et qui aujourd'hui fragilisent énormément les démocraties. Je pense à l'Italie en particulier. Vous savez tous ce qui se passe en Italie. L'instauration par exemple, pour une partie de la population, les jeunes en particulier, de ce qu'on avait appelé le voucher protection sociale. C'est-à-dire que le jeune travaillait à la prestation et dans les 10 € qu'il dégageait comme bénéfice, il y avait un forfait pour se payer lui-même sa protection sociale. Cette chose a été d'ailleurs complètement anéantie grâce à l'initiative du syndicalisme européen autour des syndicats italiens, y compris avec l'aide de tous les syndicats français qui sont membres de la CES. Et tant mieux. Tant mieux, parce que ça c'est extrêmement dangereux. Mais ce type de politique qui oppose les uns aux autres, ça crée demain du populisme et des risques de montée de nationalisme, et c'est extrêmement dangereux dans notre pays. Donc sur ce point-là aussi, il faut faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit dans un pays comme le nôtre. Luc Béril, un enjeu démocratique, vous n'avez pas 4 heures, vous avez 30 secondes. L'antidote, c'est évidemment les valeurs et les solidarités. Et je trouve que l'outil que la mutualité a mis en place, qu'est-ce qu'une vraie mutuelle, est de ce point de vue-là assez salutaire. Le problème, c'est qu'on ne convainc pas des valeurs aujourd'hui simplement en annonnant valeur, valeur, valeur. Donc il faut qu'on revienne sur le fond du sujet. C'est un sujet extrêmement politique, tu l'évoquais à l'instant, tu as raison. C'est un sujet de fond sur le type de société dont on veut disposer. Ça renvoie beaucoup de sujets aux syndicats, ça renvoie beaucoup de sujets à la mutualité aussi.
réfléchissons aussi aux appels d'offres que font les mutuelles sur tel taux de couverture, tel autre, etc., etc. Réfléchissons ensemble, mais vous êtes en train de le faire, sur, à un moment donné, la nécessité de revenir à des valeurs de solidarité et surtout à les pratiquer, nous toutes et nous tous, qui sommes attachés à ce magnifique projet de société. Stéphanie Soares, pour conclure. Alors j'entends tout à fait, les mutuelles proposent des contrats ou répondent à des appels d'offres. Juste dire qu'on a un système qui fonctionne plutôt pas mal, mais qui a besoin de travailler sur les transitions. Aujourd'hui, les réponses des pouvoirs publics sont plutôt contradictoires. Autant sur, on a la mise en place de la protection universelle maladie ou de la protection maladie universelle qui est complètement détachée de l'activité professionnelle. Et à côté de ça, on a une généralisation de la complémentaire santé qui est rattachée au statut du salarié, qui est rattaché au statut du salarié du privé. On n'a pas moins de 10 voies d'accès à la complémentaire santé aujourd'hui, autant de ruptures dans la protection pour les personnes. À chaque fois qu'une personne change de statut, elle est confrontée à une rupture dans sa protection. L'un des éléments, à mon sens, sur la personnalisation des droits sociaux, c'est que ça doit passer également par une remise à plat de l'ensemble de ces aides. C'est d'autant plus nécessaire qu'il y a une telle complexité, une telle segmentation que, un, ça nuit à la mutualisation, et deux, la complexité de ces dispositifs les rend très souvent inaccessibles et donc est générateur d'inégalités et de ruptures. Merci beaucoup. Merci mesdames, merci messieurs d'être venus débattre de ce sujet compliqué et délicat aujourd'hui. Je vous laisse regagner la salle. Et nous allons donc enchaîner avec la dernière table ronde de cette matinée. Nous avons parlé de la transformation de nos métiers, de nos emplois, de la façon dont on les exerce. Nous avons parlé de la nécessaire ou pas mutation de la protection sociale qui doit accompagner ce mouvement. Et maintenant, on va parler de l'avenir. Cette protection sociale, vous le savez, les Français y sont collectivement attachés. 85% d'entre eux estiment qu'il faut la préserver et qu'elle fait partie de l'identité de la France. Dans le même temps, 55% des Français estiment que le système est devenu trop cher et inefficace. Résultat, eh bien, 69% des Français sont en faveur d'une réforme du système. Alors, comment fait-on justement pour le réformer? Quel contour pour la protection sociale de demain? Comment l'inventer et la dessiner ensemble? Si vous voulez bien vous asseoir, on va en parler tout de suite. Et pour cela, je vais inviter sur la scène Patrick Brottier, Laurent Berger, Pascal Pavageau et Claude Tandil. Bonjour messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation de la Fédération de la Mutualité française. Patrick Brottier, on va commencer avec vous. Vous êtes le président d'Adrea, vice-président d'Aseo et vice-président d'Aesio, et vice-président de la Mutualité française. Votre regard de mutualiste, si je vous dis la mutation du système de protection sociale est inévitable, au regard de la vitesse à laquelle tout ça change, non seulement elle est inévitable, mais il va falloir le faire très vite. En lien avec tout ce qui a été dit précédemment, je dirais oui et non. Oui au sens où on voit bien qu'il y a des populations qui peuvent être éloignées de la protection sociale et qu'il y a une nécessité, je dirais à la fois pour la dynamique économique et pour, j'allais dire, faciliter les transitions aussi, telles que ça a été évoqué tout à l'heure, de permettre un accès à une protection sociale en tant que telle à ces populations. De le faire sans doute avec des modalités qui seront peut-être plus personnalisées qu'auparavant, mais en même temps en les inscrivant dans des dispositifs, comme ça a été dit, qui soient solidaires et mutualisés. Alors, je pense que là-dessus, c'est une nécessité absolue, parce que s'il n'y a ni mutualisation ni solidarité, le moment venu, il y aura des iniquités encore plus fortes dans la société qui est la nôtre. Et évidemment, je pense que personne ne peut aspirer à ce que nous dégradions finalement notre modèle social et ce qui fait lien social dans notre pays. Néanmoins, dans cette nécessaire mutation de la protection sociale, il va quand même bien falloir partir de quelque chose. Est-ce qu'on repart d'une feuille blanche? Est-ce qu'on garde des choses de l'ancien système? On garde quoi? On rejette quoi? On fait comment?
Alors, il y a un certain nombre de champs sur lesquels mes voisins de table auront peut-être plus légitimité que moi à parler, puisque notamment il y a une réforme qui est promise autour des enjeux de retraite. Je pense qu'il y a une nécessité forte aussi au-delà de ça. On est rentré dans la société de la longévité, ça a été beaucoup abordé hier, et on voit bien qu'il y aura une nécessité demain à la fois de conjuguer, de conforter les moyens financiers pour sécuriser la situation de personnes en situation de perte d'autonomie, pour la prévenir aussi, et puis pour accompagner dans des établissements ou à domicile la prise en charge des individus. Il y a un rendez-vous qui a été donné hier par le président de la République, tant mieux. Nous, en tout cas, en tant que mutualistes, on a vraiment envie de contribuer, parce que sur tous ces points-là, on est présent, sur les capacités d'apporter une protection de type assurantiel, mais aussi sur les prises en charge à domicile en établissement et la prévention. Il y aura cette nécessité. Sur la santé, je pense, et ça a été dit ce matin, il y a eu beaucoup d'éléments qui sont ambivalents. C'est-à-dire qu'à la fois, on a évoqué la PUMA tout à l'heure, Stéphanie l'abordait, depuis 2016, il y a eu la généralisation de la complémentaire santé via l'accord national interprofessionnel de 2013, qui était une bonne chose, puisqu'il y a aussi plus de salariés qui bénéficient d'une couverture complémentaire santé grâce à ça. Il y a maintenant l'accès aux soins qui devrait être favorisé sur un certain nombre de postes de dépenses avec le reste à charge zéro, mais en même temps, on a un système qui est totalement atomisé, et notamment pour certaines personnes, des travailleurs indépendants, certains jeunes et les populations retraitées, il peut y avoir finalement une distorsion dans l'équité de traitement vis-à-vis du reste de la population. Il faut refonder finalement un dispositif plus mutualisé, peut-être y travailler en lien avec les partenaires sociaux, et c'est sans doute atteignable. Voilà, je rappelle évidemment que cette table ronde est retransmise sur Public Sénat et que vous pouvez continuer à nous poser vos questions via l'application que vous connaissez maintenant. Laurent Berger, bonjour. Vous êtes secrétaire général de la CFDT. Par rapport à ce qui vient d'être dit, phénomène de mutation, c'est quoi votre vision à vous de la CFDT pour que finalement personne ne soit laissé sur le bord de la route, parce que c'est bien ça le but du jeu? Comme ça a été dit depuis ce matin et très bien dit, les mutations, elles sont de deux ordres. Elles sont les mutations technologiques, on a parlé de la digitalisation, les mutations du travail, mais elles sont aussi les mutations en termes d'attente et d'aspiration, voire de doute parfois sur la solidarité et sur la mutualisation. Et moi je crois que la voie de passage, elle est simple, elle est de dire il faut garder nos principes. Ça a été dit par les uns ou les autres. Nous contribuons selon nos moyens et on reçoit en fonction de ses besoins dans un monde où les séparatismes en tout genre sont en train d'exploser. Ça, c'est immuable pour vous? C'est immuable, évidemment, que les réalités salariales sont en train de bouger, les réalités du travail sont en train de bouger. On a parlé du développement du travail indépendant, mais on peut aussi se dire assez sereinement ici que les inégalités intrasalariales sont aussi extrêmement présentes, selon qu'on soit dans une grande entreprise, dans une petite entreprise, qu'on ait une présence syndicale dans l'entreprise, qu'on n'en ait pas, parce que c'est pas exactement la même chose, qu'on soit couvert par une convention collective où il y a du dialogue social et de la construction de droits, ou que ce ne soit pas le cas, qu'il n'y ait pas de dialogue social ou qu'il y en ait, etc. Et donc le principe, moi je crois qu'il faut repartir et de ces principes de solidarité, d'articulation entre l'attente individuelle et la nécessité collective et le besoin collectif. Ces tensions-là entre individu et collectif, ça a toujours été l'histoire du syndicalisme. Toujours. De toutes nos organisations syndicales d'ailleurs. Et la capacité de le faire vivre, c'est pas en niant l'individu, c'est pas en niant ses attentes, c'est au contraire en regardant ce qu'elles sont et comment elles s'intègrent dans un système de solidarité collective. Donc il faut partir de cela et il faut repartir des attentes. Il faut réécouter, il faut redonner confiance dans les systèmes collectifs. Si on ne le fait pas, c'est vrai qu'il y aura de plus en plus de tentations, notamment de certaines catégories de travailleurs sans doute mieux dotés en termes de qualification, sans doute plus confiants en l'avenir, etc., qui seront tentés par faire fi de la solidarité. Et donc, je crois qu'il faut de l'agilité. De l'agilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on les discute, ces changements-là. On a beaucoup parlé tout à l'heure, et Bernadette l'a très bien dit, il y a trop de changements qui sont des changements finalement subis,
qui sont vus comme étant on n'a pas le choix et du coup il faut qu'on fasse face en essayant de serrer les boulons du mieux qu'on peut d'un système qui commence à ne plus être adapté. Eh bien, moi je crois aux fonctions premières de la protection sociale, d'un modèle social qui protège les plus fragiles, qui est un système collectif, à une seule condition, c'est qu'on ne soit pas fermé à en redéfinir les modalités. Laurent Berger, quand hier le président de la République sur cette scène, dans son discours, dit qu'il parle d'un système qui accompagne et qui responsabilise, d'un système qui prenne plus en compte l'individu, est-ce que ça vous paraît être la bonne philosophie, la bonne base de négociation ou pas? Non mais la réponse est non en ce qui me concerne, pour une raison simple, c'est que il faut la responsabilisation, je ne suis pas contre, et je pense qu'il y a un vrai défi dans l'accompagnement de l'effectivité des droits. Enfin, on est quand même dans un pays qui souffre d'une non-effectivité des droits pour un certain nombre de citoyens mais de travailleurs. Il suffit de regarder, y compris sur ce qui est aujourd'hui un peu ciblé sur le recours par exemple aux minima sociaux. Le phénomène de non-recours est quand même quelque chose d'extrêmement glaçant dans un pays comme le nôtre. Donc il y a un vrai sujet, même s'il y a eu des progrès de fait, et tant mieux, mais je crois qu'il manque la question de la solidarité. Et hier, dans le discours, je le dis franchement, je n'ai pas entendu la question de la solidarité nécessaire. Évidemment qu'il y a la question de l'émancipation dans tous les dispositifs sociaux. Il y a la question de l'émancipation, donner la possibilité à chacun de progresser, de se réaliser, de recoller d'une certaine manière au travail, etc. Mais il y a la question de la solidarité pour tous ceux. Et je ne crois pas qu'à la responsabilisation de ceux qui sont le plus en difficulté, ça me pose un peu de difficulté. J'ai un peu entendu, vous savez, c'est un peu pareil que sur la question de la famine dans le monde. C'est pas parce qu'il faut faire davantage de choses sur l'aide au développement qu'il ne faut pas de l'aide, de l'aide humanitaire d'urgence. Et j'ai un peu le sentiment parfois, d'ailleurs sur l'aide au développement notre pays est très nul, mais j'ai un peu parfois l'impression qu'on voudrait responsabiliser à outrance en disant mais l'individu aide-toi et le ciel t'aidera, et dire moi je suis d'accord pour dire il y a une responsabilité. J'étais conseiller en insertion professionnelle moi, mon métier d'origine, donc je sais qu'il y a une responsabilité des uns et des autres aussi, mais il y a un accompagnement à opérer et dans le cadre de cet accompagnement il y a la capacité à vivre ou survivre à peu près dignement qu'il faut continuer d'assurer. Si on ne le fait pas, on va donner le sentiment qu'il y a une responsabilité individuelle de chacun, mais qu'il n'y a pas de responsabilité collective à faire progresser notre pays en termes de cohésion sociale, de lutte contre la pauvreté, et je crains un peu ça, je vous le dis. La question de la dignité qui était au cœur du préambule du discours du président de la République hier. Pascal Pavageau, bonjour, vous êtes le nouveau secrétaire général de Force ouvrière. Votre réaction par rapport à ce que vient de dire Laurent Berger, vous l'avez déjà dit, hein, ce qu'on appelle un système de protection sociale à la carte, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas totalement. Oui, d'abord merci de l'invitation. Je suis très content d'être là, enfin au nom de Force ouvrière, et je crois que c'est très bien que les organisations syndicales aient été invitées et aient pu venir. Je pense que c'est une bonne chose, d'autant plus, je veux dire, ce matin après un super chauffeur de salle que vous avez eu hier. Parce que de qui vous parlez, hein? De qui vous voulez parler? Parce que en matière de provoque, il y a des moments où je trouve que ça va un petit peu loin. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Laurent sur le rappel. Oui, mais c'est pas. Qu'est-ce qui vous a choqué? Qu'est-ce qui vous a provoqué? Je suis d'accord avec ce que vient de rappeler Laurent, c'est-à-dire sur le fait que nos principes mêmes, qui ont construit, toujours avec la fameuse phrase qu'a rappelée Catherine, mais qui est quand même un fondement important, je veux dire, je contribue selon mes moyens, je bénéficie selon mes besoins, qui, si on y regarde bien sur notre modèle républicain, est exactement la même chose sur le service public républicain. Que je sois imposable ou pas, je bénéficie du même droit que celui qui paye l'ISF. Donc ça aussi, c'est un fondement même de notre principe, de notre pacte social, de notre modèle social. Donc ça, il ne faut pas le rompre. Après, le deuxième point, au-delà de ne pas faire d'économie, pour ceux qui auraient du pognon, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est commencer par une réforme, qu'elle soit soi-disant paramétrique ou systémique, sans être partie des besoins. La vraie question aujourd'hui, c'est à quoi sert notre système de protection sociale, comme d'ailleurs à quoi sert notre service public républicain. Il répond à des besoins. Et ces besoins, bien sûr, ils sont toujours individuels, mais globalement, ils sont collectifs.
Et donc nous devons garder la ligne de fracture qui est finalement celle des 3 tables rondes, mais aussi du discours d'hier du président de la République. C'est la question de l'individualisation, c'est la question de la transformation du système vers une logique soi-disant au motif de responsabiliser l'individu, de lui transférer l'intégralité de la responsabilité de son propre sort. Pour vous, c'est une logique de chacun pour soi, et au bout de bout, c'est une logique de jungle et d'opposition des uns contre les autres, et où tout le monde est en concurrence contre lui-même, et le seul moyen de survivre, c'est soit d'être plus fort que l'autre, soit de marcher sur l'autre. Alors moi, j'ai entendu ce que François disait sur sa grand-mère. Moi, la mienne, elle disait, elle était un peu égoïste là-dessus, elle disait « Mon chien n'aime pas les saucisses, la preuve, je ne lui en donne jamais ». Bon, je me demande, parce que le terme saucisse a aussi été employé dans d'autres endroits, mais je me demande si elle n'a pas inspiré une partie du programme social du président de la République. En tous les cas, ça m'inquiète très fortement. On ne peut pas, de surcroît, dans une république, on ne peut pas construire un modèle en disant on ne te demande pas ce que le pays peut faire pour toi, mais demande-toi simplement ce que tu peux faire pour toi. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas construire selon une idéologie d'individualisation sans valeur. Et quand vous avez une idéologie d'individualisation, une idéologie sans valeur, vous vous envolez. C'est pas étonnant après qu'on se compare à une planète, parce qu'effectivement, vous partez très haut. On ne peut pas avoir une idéologie d'individualisation et de chacun pour soi sans garder les valeurs, parce que c'est les valeurs qui nous gardent les pieds sur terre. Et dans les valeurs, il y a l'égalité, il y a la liberté, il y a la fraternité, il y a la solidarité. Je rejoins à nouveau ce que vient de dire Laurent. Il est essentiel que nous gardions ces valeurs-là. Après, on les adapte. Les évolutions, notre système, il doit tenir compte des besoins. Les besoins ne sont pas nouveaux, liés au numérique, liés aux nouvelles formes d'emploi, liés aux aspirations nouvelles. On fait comment, Pascal Pavageau ? Dans ces cas-là, on fait comment ? Encore une fois, jamais on ne repart des besoins. On dit ici ou là, il y a des métiers nouveaux, il y a du numérique, etc. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est repartir des besoins. C'est quoi votre constat sur les besoins oui, mais ce débat sur les besoins, il va prendre plus qu'un quart d'heure. Il est excessivement long. Ça veut dire qu'on se donne le temps, par exemple, à l'échelle d'un groupe ou d'un lieu neutre, moi je ne sais pas si c'est France Stratégie ou autre, de prendre le temps aujourd'hui d'avoir un examen collectif de l'expression de ces besoins, des mutations et des évolutions. C'est pas la peine d'aller tirer des plans sur la comète ou sur Jupiter. D'abord, regardons les évolutions qui ont eu lieu ces derniers temps et où nous en sommes. Et effectivement, posons la question à partir de là, de l'adaptation nécessaire du système. Mais adapter le système, comme on l'a toujours fait, comme on a su toujours le faire, comme les mutuelles le font tous les jours, y compris au gré de mariages ici ou là. J'ai compris qu'il y en avait d'autres, il y en avait eu un hier, etc., ou des évolutions. Eh bien, ces évolutions-là n'empêchent pas de toucher à nos principes et à nos valeurs. Donc nous, on est à Force ouvrière pour que nous maintenons nos principes et nos valeurs, parce que ce sont avant tout des principes républicains et des principes de solidarité. Laurent Berger, une réaction, et après, je demanderai à Claude Tandil de prendre la parole, parce qu'on verra si le MEDEF a envie de se mettre autour de cette table et de réfléchir avec vous. Je crois que de partir des besoins et des trous dans la raquette existants, qui sont malheureusement extrêmement nombreux aujourd'hui en termes de couverture sociale, c'est déterminant. C'est pas simple pour une organisation syndicale, hein. C'est pas simple, parce que ça veut dire aussi de regarder ce que parfois on a contribué à creuser comme inégalité contre notre gré, mais c'est parfois une réalité. Et je suis persuadé qu'un certain nombre de gens dans la salle savent de quoi je parle. Moi, je crois qu'il faut d'abord... Vous êtes prêt à le faire, ça ? Oui, je crois qu'on a montré qu'on était prêt à le faire. Enfin, même si ça a suscité un peu de débat entre nous, je crois que de faire accéder, comme l'a dit Patrick, l'ensemble des salariés du privé à un financement de la complémentaire santé payé pour moitié par l'employeur, c'était quand même montrer qu'on voulait s'adresser d'abord aussi à ceux qui en étaient exclus et qui étaient souvent évidemment les plus fragiles, les moins couverts. D'ailleurs, ce travail-là, il mériterait de continuer à progresser pour que dans les fonctions publiques, l'employeur participe au paiement de la complémentaire santé, pour que les retraités puissent en bénéficier, etc., etc. N'oublions pas que notre problème numéro 1 de la santé aujourd'hui, c'est le renoncement aux soins. Mais au-delà de ça, moi je crois qu'il faut d'abord investir, il faut savoir identifier ce que sont les nouveaux risques.
La construction de la sécurité sociale, c'est l'identification de risques. Des fois, le terme risque n'était pas, sur certains sujets, le plus approprié, mais en tout cas, c'est le facteur de risque. Il y a un certain nombre de nouveaux risques et il faut savoir comment on les prévient déjà. Il y a un certain nombre de risques qu'on peut prévenir. Par exemple, si on se place sur la question du chômage, qui est moins, on peut prévenir un certain nombre de risques en sécurisant davantage le recours à des contrats plus longs, etc., et en responsabiliser les employeurs. Donc comment on prévient des risques? Mais c'est dans le domaine de la santé, vous êtes très investi là-dessus, et l'évolution mutualiste, elle est aussi beaucoup là-dessus, et je crois qu'il faut continuer à le faire. Dans le domaine du travail, il faut continuer à le faire, parce qu'on a beaucoup de choses à progresser. Le deuxième, c'est, moi je crois, continuer à aller avec des droits attachés à la personne et non plus au statut. C'est pas de l'individualisation. Ça, c'est pas de l'individualisation. C'est de prendre en compte la spécificité dans un cadre collectif. Et d'ailleurs, ne nous racontons pas d'histoire, c'est déjà ce qui est fait dans un certain nombre de contrats qui sont proposés aux uns et aux autres, ou alors je me suis planté, mais en tout cas j'ai plutôt le sentiment que c'est fait. Mais je crois qu'il faut continuer d'attacher les droits à la personne, il faut une forme d'universalisation des droits dans un cadre collectif. Et ensuite, il faut mieux articuler les dispositifs qui sont ciblés solidairement vers les personnes les plus fragiles, à travers des filets de sécurité dont on ne peut pas toucher, et des dispositifs mutualisés qui augmentent collectivement la qualité de vie de chacun, la couverture de chacun, etc. Et donc il faut faire, encore une fois, articuler davantage ce qui est du domaine de la solidarité, du domaine de la contributivité. Et dans la contributivité, la solidarité n'est pas absente. Et ça veut dire qu'il faut qu'on repose, comme le disait Pascal, ces enjeux-là et qu'on soit capable de les traiter. Non pas pour faire moins, pour faire mieux. Parce que je crois qu'à ne pas vouloir faire évoluer nos systèmes, parfois on fait moins bien qu'on ne faisait précédemment. Et vu les mutations qui sont en cours dont on a parlé, je crois qu'on a besoin d'aller vers ça. C'est un travail d'atelier, mais c'est difficile, mais je pense que c'est absolument nécessaire. Claude Tandil, vice-président du MEDEF, qu'est-ce que vous pensez de la méthodologie, de la feuille de route, des idées qui ont été tracées ici par Laurent Berger et par Pascal Pavageot? Enfin, il a été évoqué des principes et des valeurs. Je dirais que ces valeurs, on les partage. J'ajouterai simplement à la liste qui a été faite le mot responsabilité, qui a peut-être insuffisamment été évoqué. Et au niveau des principes, j'ajouterai aussi le principe de réalité. La protection sociale en France, c'est 700 milliards de dépenses ou d'investissements ou de ressources données aux gens qui en ont besoin. Le sujet, c'est un tiers de la création de richesse. C'est pas d'augmenter ce niveau, c'est effectivement de l'optimiser dans sa répartition et dans son affectation. Et je suis assez sensible et d'accord avec ce que vient de dire Laurent Berger. Je crois que le moment est venu, non pas d'ajuster à la marge les dispositifs existants qui se sont rigidifiés au fil des temps, qui reposent sur des statuts, des carrières, des perspectives, etc., ou l'appartenance à tel ou tel secteur ou telle entreprise. Je crois qu'on a une opportunité avec la situation politique actuelle de refonder les deux piliers de la protection sociale que sont et la retraite et la santé. Alors la santé, on en a beaucoup parlé. La retraite, on est à la veille d'une réforme et je partage la vision que la CFDT porte depuis des années de la nécessité d'une réforme systémique. Je crois qu'on améliorera la protection dont les gens ont besoin et la solidarité qui est nécessaire en clarifiant effectivement ce qui relève de la contributivité et ce qui relève de la solidarité. Je ne suis pas certain qu'il faille donner une dimension solidaire à la partie contributive. Ça, c'est un débat qu'on aura forcément entre nous. Et ça pose effectivement le problème du financement. La solidarité, c'est un choix de société, c'est un choix politique. C'est un facteur de cohésion sociale absolument indispensable dans un pays si on ne veut pas être menacé comme chez certains de nos voisins par le populisme. Mais je crois que cette solidarité, c'est un engagement de l'ensemble de la société. Ce n'est pas le choix de quelques-uns, c'est un engagement politique nécessaire qui doit être financé. Et ils ne sont pas remis en cause aujourd'hui. Qui doit être financé pour moi par un impôt à base large qui doit associer tous les citoyens à ce choix politique fondamental. Le reste, la protection sociale, je suis d'accord sur l'analyse qui vient d'être faite. Il faut repartir des besoins et il faut trouver en face de chaque besoin la solution la plus adaptée, la plus performante, sans augmenter l'enveloppe globale, mais en l'optimisant mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Et je partage aussi la vision sur la nécessité d'attacher des droits à la personne, certainement plutôt qu'à un statut. Patrick Brottier ?
Oui, il y a 2 points sur lesquels je souhaitais revenir. Le premier, c'est qu'il y a une des particularités de notre système de protection sociale, c'est l'implication des partenaires sociaux dans beaucoup de volets, dans sa gouvernance. Et c'est vrai que la valeur qui est créée par le système, dans les jeunes générations, elle n'est pas toujours perçue. Et je pense qu'on a un enjeu de réconciliation de la valeur créée par le système dans les retraites, dans la santé, dans la prévoyance aussi, sur le risque d'invalidité, par exemple, par rapport aux nouvelles formes d'emploi, qui va être, à mon avis, décisif et qui peut relégitimer le dialogue social qui, contrairement à certaines idées reçues, est productif dans notre pays. Le deuxième point, c'est peut-être plus un défi pour nous mutuelles, où nous aussi on a à regagner ou à conforter une légitimité qu'on peut avoir auprès des populations, non pas en abandonnant tout ce qui a été fait jusqu'alors, mais en le complétant, en l'enrichissant. Je vais citer un enjeu concret. On est à un moment où il y a un essaimage de la e-santé, des enjeux de e-santé, au croisement finalement de ruptures technologiques avec la e-santé tous azimuts, l'intelligence artificielle, la blockchain et parfois la combinaison de tout ça, qui ne viendra pas forcément remplacer tout ce qui se faisait en matière de santé et de prise en charge physique par des professionnels de santé, mais qui viendra le compléter et l'enrichir. Et puis on a le bénéfice d'usage que ça va procurer aux populations, et donc la première responsabilité qu'on va avoir, nous peut-être acteurs mutualistes, c'est comment on permet un accès le plus large et le plus équitable possible aux populations demain, en plus de ce qui est immédiatement disponible. Un premier et bel enjeu, je trouve. En même temps, il faut lui donner une dimension éthique. On a vu avec le scandale Facebook que le gratuit, ça n'existe pas dans le monde numérique. Quand le gratuit existe, à peu près nulle part. Hein, en gros, la donnée, c'est la valeur, et on voit bien l'usage qui peut en être fait. Et en matière de santé, je pense qu'il y a des gages éthiques à donner à la population qui sont encore plus forts, et nous devrons être en capacité de donner ces gages. Et puis le troisième point, et ça fera écho peut-être aux enjeux qui sont ceux des partenaires sociaux, c'est refaire communauté. Parce que du coup, à travers cet enjeu, il y a la nécessité de refonder une communauté d'intérêt, comme on l'a fait à un moment donné au 19e siècle ou auparavant, quand on crée sur des logiques finalement communautaires, comme ça peut exister aujourd'hui, on l'a évoqué y compris dans certaines logiques. Il faudra finalement recréer cette dimension communautaire, la cultiver, et elle viendra peut-être nous régénérer, et je pense que c'est un beau défi qui nous attend. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous pouvez poser vos questions via l'application si vous voulez le faire. Il vous reste à peu près un quart d'heure pour le faire. Il y a une question dont on n'a pas totalement parlé, c'est la question finalement de l'argent. Hier, le président de la République a répété à plusieurs reprises que dépenser plus d'argent, ça n'était pas la solution. Est-ce qu'il faut repenser ce système à dépenses égales? Tout à l'heure, Claude Tandil citait le montant des dépenses sociales, un tiers du PIB. Laurent Berger, est-ce qu'il faut se dire qu'il va encore falloir dépenser plus pour être mieux protégé, ou est-ce qu'on peut réformer le système à périmètre constant, j'allais dire? Si on prend juste la question de la santé, moi, je ne crois pas une minute que sur l'enveloppe globale consacrée à la santé, ça ira en stagnation ou en baissant. C'est pas vrai. Il y a une population qui vieillit, il y a des progrès médicaux qui font qu'aujourd'hui on guérit de maladies dont on mourrait encore il y a 15 ou 20 ans. Il y a des besoins croissants, alors qu'on regarde comment on peut avoir des dépenses maîtrisées, etc. On n'a pas du tout changé notre vision là-dessus. Mais je crois que sur la question de la santé, regardez ce qui se passe et d'ailleurs ça a été annoncé par le président hier ici même, sur la perte d'autonomie, on va avoir des besoins croissants. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on se dise sur chacun des risques la part qu'on est prêt sur lequel on est prêt à contribuer, à consacrer dans notre pays sur tout un tas de sujets. Et ce qui se passe aujourd'hui sur la dépendance et la perte d'autonomie est quand même une question dramatique. On en parlera longuement cet après-midi. Tout à l'heure, on disait, je dis un mot quand même. Oui. Tout à l'heure, on disait toutes les études prospectives ne sont pas forcément justes. Et on se disait avec Bernadette, il y a un truc qui est assez stable quand même, c'est les questions démographiques. On ne peut pas juste s'étonner qu'aujourd'hui, on a une population qui vieillit et qu'il y a un certain nombre d'anciens qui arrivent en situation de perte d'autonomie. Ça, c'est un truc qu'on avait pu anticiper. La question, c'est que le temps politique étant distinct du temps social, on s'est dit, ça sera pour le prochain la patate chaude. Sauf qu'au bout de se balancer la patate chaude, elle devient très très brûlante et il faut bien qu'il y en ait un qui s'y colle. Mais regardez la situation dans laquelle on est. Et ça concerne tout le monde, ça concerne les travailleurs de ces secteurs. Une étude a montré que 50% des EHPAD aujourd'hui sont en difficulté de recrutement.
Parce que vous ne trouvez plus personne pour pouvoir aller bosser dans des conditions dégueulasses où on maltraite, en plus institutionnellement, je parle, un certain nombre d'anciens. Donc là, il y a des dépenses qui vont augmenter. Il y en a d'autres qui peuvent baisser. Il suffit qu'on soit malin sur la question économique, on fera baisser les dépenses de chômage. D'ailleurs, je ne sais pas si ça va peut-être passer inaperçu ici, parce que vous êtes dans votre congrès, mais enfin, les partenaires sociaux sont de bons gestionnaires. L'assurance chômage... L'UNEDIC est en train de revenir à l'équilibre. Oui, mais enfin, que n'a-on pas entendu? Que n'a-t-on pas entendu la presse ce matin. Sujet. Donc voilà, donc il faut aussi remettre un peu de temps en temps les choses à leur place. Et puis, il y a des dépenses qu'il faudra continuer d'augmenter sur la question de l'évolution des compétences. C'est clair, enfin je veux dire, l'agilité s'arrête. Et puis il y a des dépenses qui peuvent baisser. Je pense à le chômage en termes de dépenses globales. Si on retrouve un taux d'emploi qui est d'emploi de bonne qualité, qui est conséquent, eh bien oui, je veux dire, il faut regarder les choses en face. Mais tout ça, vous savez, ce sont des choix de société. Tout ça est question de choix de société et de la conception qu'on a d'un modèle social. Et donc, ce n'est pas toujours plus dans mon discours, c'est des dépenses au bon endroit qui sont à la fois des filets de sécurité en termes de solidarité, mais aussi de la mutualisation, parce qu'ensemble, on s'assure du commun. Mieux repenser l'enveloppe globale de dépenses. Pascal Pavageau, tout à l'heure, vous donniez une espèce de feuille de route du Vademecum, de la bonne méthode pour réformer la protection sociale. Dépenser plus, c'est la solution, c'est pas la solution? Non, enfin écoutez, la question n'est pas savoir comment dirais-je, à ce stade, la quantité de pognon, pour paraphraser ce que disait le président de la République, qui est dépensé. Le paradoxe. C'est un peu la question, si on se la pose chacun, c'est qu'on a déjà le sentiment de dépenser beaucoup pour un système qui n'est pas totalement efficace. Je donnais les chiffres tout à l'heure. Sans nos minima sociaux, sans nos aides sociales et nos minima sociaux, le niveau de pauvreté en France passerait de 14%, ce qui est déjà extraordinairement élevé pour la 50 puissance économique du monde, à 22%. Donc, les minima sociaux, les aides sociales peuvent toujours être revus parce qu'à un moment donné, il faudrait être plus efficient, plus efficace. La question de l'assiette, comme on l'a rappelé sur les besoins, Laurent le disait, peut avoir évolué. Donc on ne va pas, si les besoins évoluent, on change le paramètre ou on change l'assiette. Mais aujourd'hui, nos aides sociales, notre système social, c'est à la fois un ascenseur ou une corde, puisque certains aiment bien, bon voilà, enfin il y a de la marge avant d'arriver en haut, mais c'est soit un ascenseur, soit une digue. Je m'explique. Celles et ceux qui sont dans les 14%, ils ne veulent pas rester dans la trappe de pauvreté. 2 chiffres. Le premier, vous avez aujourd'hui 1/3 des bénéficiaires théoriques du RSA qui ne vont pas le toucher. Et les 2/3 des adultes qui sont en situation de pauvreté ont soit un emploi, soit on recherche un activement. Évidemment que lorsqu'on est en situation de pauvreté pour soi-même comme pour sa famille et ses enfants, on essaye de s'en sortir. Nos minima sociaux, et c'est notre fierté, nos minima sociaux, ils sont d'abord là pour leur tendre la main et faire ou la corde ou l'ascenseur pour essayer de permettre qu'ils ne restent pas dans cette logique de trappe, premièrement. Mais aussi, ils sont pour celles et ceux qui sont juste au-dessus du seuil, peut-être entre les 14 et les 22%, de ne pas y tomber. Il est très important. Pardon ? L'effet de seuil, il est très important. Oui, mais l'effet de seuil, c'est une digue. Et la digue, aujourd'hui, si vous voulez la placer, moi je veux qu'on la place aux 14%. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas admissible que dans la 5e puissance économique du monde, le taux de pauvreté soit de 14%. C'est indigent, c'est intolérable. Donc, on a un seuil minimum qui est de faire en sorte que demain, ce seuil, il soit à 0,0001%. Et là, peut-être qu'on pourra se dire qu'on peut faire largement des économies parce que, heureusement, on a éradiqué le niveau de pauvreté. Plutôt que de parler de pognon, parlons de redistribution, parlons de cotisation. Parlons de contribution, faisons des choix politiques qui permettent que cette solidarité-là, républicaine, cette solidarité collective, dans mutuelle, je ne sais pas ce que c'est qu'un syndicat si ce n'est pas du collectif, je ne sais pas ce que c'est qu'une mutuelle si ce n'est pas du collectif, je ne sais pas ce que c'est qu'un statut, même très large, celui de salarié, si ce n'est pas du collectif. Notre fierté, c'est qu'en face de ces 14%, 93% de ceux qui se travaillent aujourd'hui en France soient couverts par une convention collective ou par un statut. Ce système-là, qu'on l'améliore très bien, mais il ne faut surtout pas le casser au motif de faire quelques économies de bout de chandelle et surtout, je termine là-dessus, au motif. Et c'est ça qui est intolérable dans la petite musique. Derrière, il y a trop de pognon et du mot responsabilisation.
C'est inadmissible de laisser à penser que celles et ceux qui sont dans les 14% auraient une part de responsabilité dans leur situation et que c'est un peu de leur faute s'ils en sont là aujourd'hui. C'est votre grille de lecture. Ça, oui, ça, je trouve que c'est intolérable. Claude Tandil, j'imagine dépenser plus de pognon, ça va pas être la solution. Est-ce qu'il faut mieux penser la répartition? Avant de parler de redistribution, je pense qu'il faut parler de création. On ne peut redistribuer que la richesse qu'on a créée. Et la richesse, elle se crée dans les entreprises. Donc, il est nécessaire, je dirais, d'arbitrer entre tout ce qui est dit et que je partage en tant que citoyen. C'est vrai que le seuil de pauvreté qui concerne 14% de citoyens est quelque chose d'inacceptable. Ça n'est pas en alourdissant les charges des entreprises qu'on réduira le chômage, qu'on réduira le seuil de pauvreté. Donc il faut effectivement, je dirais qu'on clarifie en termes de société ce qu'on veut comme solidarité, et c'est vrai qu'il y a des risques qui inéluctablement vont augmenter. Le risque santé avec le vieillissement, comme l'a dit Laurent Berger, c'est une charge pour la société qui va inévitablement augmenter. La dépendance, c'est un sujet qu'il faut adresser. Mais comme ça a été dit hier, comme il faut le redire, l'État ne peut pas tout, et nous avons, nous, acteurs sociaux, vous, mutuelles, secteur privé, un rôle à jouer dans la recherche de solutions qui peut être collective, mais qui n'est pas forcément collective, qui peut être aussi individuelle. Je pense à la retraite, en plus des systèmes de répartition que personne ne conteste et qu'on va s'employer à sauver. Je crois qu'il y a aussi une place pour que, collectivement ou individuellement, on trouve des solutions complémentaires à des dispositifs que l'État a mis en place ou que les partenaires sociaux gèrent avec efficacité. C'est vrai qu'on a redressé les comptes de l'assurance chômage, c'est vrai qu'au niveau Agir Carco, on a équilibré nos comptes et qu'on a devant nous plus de 60 milliards de réserves, alors que les autres régimes de retraite sont plutôt déficitaires et financés par des dotations de l'État. Donc les partenaires sociaux ont fait et feront la preuve de leur efficacité si on les laisse en responsabilité, c'est-à-dire si on considère que les corps intermédiaires ou que les acteurs de la société civile comme la mutualité ont un rôle à jouer et que tout ne dépend pas de l'État. Nous avons des solutions et nous sommes en capacité de les porter pour compléter, je dirais en coordination et non pas en confrontation avec l'État et avec les partenaires sociaux, des solutions. Je dirais que la solidarité seule ne peut pas résoudre parce qu'elle a ses limites, qui sont les limites de la réalité économique et du principe de réalité que j'évoquais. Patrick Brottier, un mot, et puis après on va prendre, il y a deux questions dans la salle, on va les prendre. Moi je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit, en repartant de la réalité du système et de ce qui produit. C'est vrai qu'en France, et notamment sur le système de santé, on a le niveau de reste à charge le plus bas de tous les pays de l'OCDE. C'est suffisamment rare d'être en tête d'un classement pour le souligner, ce qui ne veut pas dire que pour autant, il n'y a pas d'inégalité sociale de santé ou de renoncement aux soins. La preuve, on est invité finalement à concrétiser aujourd'hui un potentiel de solution qui nous a été exposé hier et on a essayé de contribuer à la qualité de ces solutions. Pour autant, on voit bien que c'est l'architecture du système, finalement, avec l'implication des partenaires sociaux dans la gouvernance de la sécurité sociale, aujourd'hui encore, même si bien sûr la part de l'État dans les décisions qui sont prises est importante, mais qui permet de produire ce résultat, et l'intervention des mutuelles aussi. Et je vais donner un exemple très concret par rapport à des décisions qui sont prises en ce moment et sur lesquelles les mutuelles ont joué un rôle, si ce n'est d'aiguillon, mais en tout cas de révélateur pour mettre en place des solutions concrètes. La télémédecine. La télémédecine, à partir de la rentrée du mois de septembre, la sécurité sociale a prévu de l'inclure dans la nomenclature et c'est une excellente chose. Mais qui a commencé à apporter des réponses concrètes en matière de télémédecine pour permettre à la population confrontée à des problèmes de désertification médicale ou de difficulté d'accès aux soins? J'ai une petite idée. Moi aussi. Donc, il y a un moment donné, on joue un rôle de levier et on favorise l'accès aux soins, au-delà même des modalités économiques pour y parvenir. Merci beaucoup. Deux questions donc dans la salle. Il y en a une. Faut-il relancer le débat? Alors on va dire oui, puisqu'on va poser la question sur la mise en place d'un socle de revenus versé inconditionnellement et universellement à tous, d'un revenu qui ne se rattacherait plus à la condition salariale, mais à la condition humaine. Alors on ne va pas refaire le débat du revenu universel, juste cette idée pour sortir de la pauvreté que finalement on a un revenu minimum tout au long de sa vie. Oui, non, très rapidement. Pascal Pavageau, je vous vois faire non de la tête. Non.
Voilà. Non, on a toujours été totalement opposé pour une raison très simple, qui est que l'intégralité aujourd'hui des modèles type revenu universel, revenu de base, etc. se traduisent à un moment donné comme une logique de solde de tout compte. C'est-à-dire que au motif d'universaliser un socle minimal, soi-disant pour tout le monde, on casse justement nos systèmes collectifs de redistribution et de solidarité au bénéfice de ceux qui en ont plus besoin. Nous, on est totalement opposés à ce principe-là. Laurent Berger. Nous, on a eu le débat la semaine dernière au Congrès, donc on a tranché plutôt non, enfin pas plutôt non, on a tranché non, mais moi je crois que la protection sociale, ça ne peut pas se définir uniquement par une allocation financière. C'est-à-dire que nous militons plutôt pour un socle de droit universel qui intègre une partie financière, mais qui aille aussi via le compte personnel d'activité vers un accompagnement des parcours, professionnels, mais aussi des parcours de vie. C'est-à-dire, moi je crois que la solidarité demain, ce ne sera pas qu'une solidarité financière, elle est nécessaire et on a bien vu qu'on était pour la maintenir à un haut niveau, elle est aussi une solidarité dans une forme d'accompagnement, d'accès à l'émancipation individuelle et collective. Et donc, je ne crois pas que c'est le revenu universel dans la forme très diverses qui sont proposées, qui concourent à ça. Claude Tandil. Alors, à titre personnel, je réponds non également, mais je trouve qu'on prend mal le sujet. On part de la solution, le revenu universel, alors qu'il faut partir des besoins. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de revenu universel. On disait Madame Bettencourt, feu Madame Bettencourt, je ne pense pas qu'elle ait besoin de 700 € par mois ou 1000 € par mois. D'autres en ont significativement besoin. Donc, ne partons pas de la solution, partons des besoins, et on trouvera des solutions modulées en fonction des situations individuelles. Si on commence à créer des exceptions à un truc universel, ça devient très compliqué. Deuxième question d'Abou Ali Mohamed. Pour vous, Patrick Breutier, je pense que la complémentaire santé pourrait-elle faire partie du compte personnel d'activité pour une meilleure identification des droits du citoyen dans ces mutations? Patrick Breutier, d'abord. Moi, j'aurais tenté de répondre oui, bien sûr. C'est vrai que le compte personnel d'activité, ça peut être un vecteur. Il y a eu d'ailleurs des travaux pour ça autour du concept d'investissement social, c'est-à-dire ce qui peut permettre de renforcer ce qu'on appelle aux États-Unis l'empowerment ou la capacitation, l'idée de permettre aux gens d'incarner leur potentiel, mais en même temps en bénéficiant de dispositifs, et j'insiste beaucoup là-dessus, de dispositifs qui restent mutualisés, solidaires et qui sont conformes finalement à ce qu'est la société française et au visage de la protection sociale dans notre pays. Donc oui, ça peut faire partie des droits inscrits, et c'est vrai que le CPA, ça peut être, je pense, un bon vecteur, un bel outil pour porter ces enjeux et en fait accompagner les personnes, leur permettre d'avoir de la lisibilité, et aussi, parce que ça vient d'être dit par Laurent Berger, les nécessités d'accompagnement, elles sont très fortes, elles seront très fortes en matière de santé aussi, et la révolution qui se dessine en matière de santé, c'est qu'on va pouvoir, tout en inscrivant les personnes dans des dispositifs qui seront assez larges, j'espère le plus large possible, c'est la vocation qu'on a en mutuelle, la technologie va permettre aussi, en matière de prévention, de soins, d'accompagnement, d'apporter des dimensions beaucoup plus personnalisées. Le tout, c'est de conjuguer les deux, c'est pas les opposer. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est justement la question du compte personnel d'activité. Vous dites que c'est un bel outil. Est-ce que c'est justement peut-être l'outil qui peut servir à réformer ou à faire évoluer cette protection sociale, Laurent Berger? Nous l'avons porté, nous le croyons, on appelait ça compte social personnel, mais c'est l'idée qu'un compte qui a vocation à regrouper l'ensemble des droits attachés à une personne sur la question des compétences, de la formation, de la santé, du chômage, etc. Moi je crois que c'est une très belle idée qui, on l'a vu, a été mise de côté pour l'instant par le gouvernement, qui veut se recentrer sur le compte personnel de formation, qui de notre point de vue est intégré dans le CPA, mais l'idée d'un compte personnel d'activité, puisque c'est le nom qui a été donné par la loi travail en 2016, moi je continue de croire que c'est une formidable idée sur laquelle il faut creuser. Dommage que pour l'instant ce soit mis de côté. Claude Tandil, le CPA, c'est le bon outil? Demain on aura tous un carnet, un compte. C'est un outil qui reste à enrichir, à définir et à clarifier dans son usage et dans sa portée. Souvent, on lance des concepts sans en mesurer l'impact et les conséquences. Donc, il n'y a pas de résistance ou de Pour vous, la proof of concept, comme on dit dans les startups, elle n'a pas encore été faite. Mais il faut savoir ce qu'on en attend et ce qu'on veut en faire. C'est un outil. Il ne faut pas confondre la finalité et le moyen. Pour moi, c'est un moyen. Parlons de la finalité qui est plus importante.
Pascal Pavageau. Nous, on a toujours été très réservés sur la question du CPA, c'est-à-dire et toute notion d'une manière générale de compte personnel. C'est-à-dire que l'inquiétude que l'on a derrière, c'est que ce soit l'outil, en gros, de l'individualisation. C'est-à-dire qu'en termes de moyens, il ne faut pas que ça soit ça, pour le coup. Il ne faut pas que ce soit une sorte de sac à dos. On donne à tout le monde un CPA, il le met sur son dos et après, il a son petit pécule de formation, il aura ses points retraite demain, il a son complémentaire santé, bref, il se débrouille tout seul, chacun pour soi, et il part à l'aventure en concurrence les uns par rapport aux autres. Je pense qu'il faut que nous gardions systématiquement des droits qui sont utilisés de toute façon individuellement. Personne n'a le même besoin en matière de formation, évidemment, par exemple. Mais il faut que, si l'utilisation du droit est évidemment à un moment donné personnel, il est individuel, il doit toujours être adossé à un cadre et un droit collectif. Alors après, le débat sur statut ou pas statut, ça dépend de ce qu'on met derrière statut. Si le statut c'est statut de salarié, il n'y a pas de souci. Le statut de salarié est un statut en lui-même et c'est un statut qui permet avec multiples conventions collectives. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que le CPA devienne, là aussi, une logique de solde de tout compte où on dit à tout le monde, tu as ton CPA et avec ça, tu te débrouilles tout seul sur le parcours professionnel ou sur le parcours de vie. Laurent Berger défendait le sac à dos. Non, moi, c'est pas un sac à dos. Parce qu'aujourd'hui, sur l'assurance chômage, si tu regardes bien, si on se retrouve tous les deux au chômage demain, on n'aura pas forcément les mêmes droits. On aura des droits personnels. Pascal Pavageau, il vient d'être élu, donc mais lui aussi. Donc ils viennent de se passer, donc on est tranquille 3 ans. Tout est possible. Vous voyez que ça n'est pas clair, hein, c'est pour ça qu'on est réservé. Justement, j'allais vous répondre, monsieur Tandil. Si c'est clair sur l'idée qu'à un moment donné, si on veut une vraie effectivité des droits, il faut savoir. On a tous le mot à la bouche, démocratie. Dans une démocratie ou dans un système social où aucun d'entre nous est capable de dire de la façon dont il sera vraiment traité s'il se retrouve au chômage, incapable de dire ce que sera à quelques années de la retraite, ce que sera sa retraite, etc. Ça baisse le consentement à la solidarité. Ça donne le sentiment qu'on ne sait pas où on en est et qu'on va se retrouver. Voilà. Et donc, moi, je crois qu'il faut des systèmes lisibles beaucoup plus clairs, qui sont des systèmes collectifs, mais qu'on retrouve dans le cadre du compte personnel d'activité et dans lequel on a des droits et on a un accompagnement à les rendre effectifs. Parce que, évidemment, tous les droits créés, lorsqu'ils ne sont pas effectifs, il n'y a pas de régulation et d'accompagnement pour les rendre effectifs. C'est sympa philosophiquement, mais enfin, ça ne change pas fondamentalement la vie. Et moi, je crois que c'est une bonne idée. Je sais que du côté d'un certain nombre de partenaires sociaux et notamment du patronat, mais pas simplement, c'est pas une idée qui est retenue, c'est pas une idée qui est retenue par le gouvernement. Moi, je peux vous assurer qu'on va continuer à marteler le fait qu'on a besoin de ce compte personnel d'activité, ce compte social personnel, parce que pour moi, c'est quasiment une façon de refonder, de réinterroger notre modèle social et pour qu'il soit beaucoup plus efficient, efficace au service des travailleurs. Quand on dit une réaction et une conclusion, je vais vous demander juste un petit mot, il nous reste 3 minutes, donc vous avez chacun 45 secondes pour... Moi, je suis d'accord pour refonder, parce qu'on a parlé de droits virtuels, il y a 13 minima sociaux, personne n'y comprend rien, et il faut simplifier tout ça. Il y a 42 régimes de base de retraite, personne n'y comprend rien, et personne ne sait ce qu'il aura à la retraite. Les règles d'indemnisation du chômage sont complexes. Donc je partage tout à fait ce qui vient d'être dit sur la nécessaire lisibilité de nos dispositifs pour que ces droits virtuels deviennent des droits réels, qu'on mette les gens en responsabilité et qu'on consacre plus à la prévention, à l'anticipation qu'à la réparation, qui est indispensable. Inévitable pour certains, mais le vrai sujet, c'est de ramener les gens au travail, facteur de dignité et d'épanouissement personnel. Pascal Pavageau, faire évoluer en fonction des besoins, oui. Garder nos principes et garder nos valeurs, également. Et surtout, ne pas tout casser pour casser, et ensuite faire un nouveau système, un nouveau monde qui ne serait bâti que pour les 5 ou 10% de celles et ceux qui ont eu soit la chance, soit les moyens, soit les capacités de réussir tout seuls. Il ne serait pas bâti pour eux, que pour eux, c'est ça? Ok. Vous aviez des contrats, c'est pour ça. Laurent Berger? Moi, je dis que rien n'est possible si on n'entraîne pas les personnes concernées par les dispositifs, les solidarités qu'on veut créer avec nous.
Et ça veut dire que l'histoire du mutualisme, c'est quoi? Il s'est rénové depuis parce que le monde a changé. Mais ce sont quelques personnes dans une profession, dans un territoire qui ont décidé ensemble de s'unir pour se protéger mutuellement. Tout ce qui va être construit et qui donnera le sentiment que ça descendra d'en haut, c'est voué à l'échec. Et on ne fera pas sans les corps intermédiaires, mais même sans retourner à l'écoute des préoccupations et des attentes de ceux pour qui on travaille, qui sont les citoyens, les travailleurs, les retraités, etc. Et je vous invite du coup à aller remplir l'enquête Parlons Retraite qu'a lancée la CFDT. Vous verrez, vous aurez l'occasion de vous exprimer sur ce qui va arriver. Merci. C'est sur votre site? Oui, vous le trouvez facilement, vous tapez Parlons Retraite. Très bien. Patrick Brottier, conclusion. Nous, les mutuelles aussi, on a, bien évidemment, je pense qu'on est dans une logique où l'implication de l'individu le rendra acteur de son parcours de santé et en même temps de l'inscrire dans des dispositifs qui sont par essence mutualisés et communautaires, c'est une implication forte. Je pense que le marqueur fondamental de la protection sociale en France, c'est cette implication de parties prenantes, des corps intermédiaires, organisations syndicales, organisations employeurs et de l'implication des mutuelles. Il y a d'autres enjeux qui se profilent, mais on doit absolument conforter cette capacité incarnée, parce que c'est vrai que si demain il y a un divorce entre les solutions qui sont proposées et les gens auxquels elles sont destinées, on voit bien ce que ça produit dans certains pays qui sont nos pays voisins. Merci beaucoup messieurs, et merci à l'ensemble des participants de la matinée d'être venus jouer le jeu de cette réflexion commune. Je pense qu'on a lancé des pistes très intéressantes, qu'on a eu des réponses très intéressantes. La matinée se termine, ça va être l'heure de déjeuner, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des détails logistiques et on se retrouve ici à 14h. Voilà pour ces 2 tables rondes consacrées à l'avenir de la protection sociale que vous avez pu suivre sur Public Sénat. Et pour conclure cette matinée, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Daniel Lévy. Bonjour. Bonjour. Jean-Daniel, vous êtes le directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive. Vous avez réalisé un sondage pour la mutualité française pour ce congrès. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord, Jean-Daniel, quel est le rapport des Français avec leur mutuelle? Oui, d'une manière générale, on pourrait penser que les Français ne sont pas très bien informés ou ne connaissent pas véritablement comment fonctionnent les différents systèmes de complémentaires ou les attitudes que peuvent être la différence à l'égard des mutuelles d'un côté ou du système assurantiel privé de l'autre. On peut voir qu'il y a aujourd'hui une confiance qui est une confiance assez grande de la part des Français à l'égard du mutualisme, qui est une confiance bien plus grande d'ailleurs à l'égard des systèmes assurantiels privés, et que les missions qui sont celles du mutualisme globalement sont assez bien identifiées, assez bien appréciées de la part des Français, autour d'une qualité de service et puis autour de l'idée on est face à des acteurs qui ne cherchent pas à faire du profit mais qui sont véritablement tournés vers leurs assurés et vers les mutualistes. On le sait, hein, Jean-Daniel, que la santé est au cœur forcément des préoccupations des Français, mais quelles sont leurs inquiétudes à ce sujet? Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on pose des questions aux Français sur leur rapport à la santé, on peut voir qu'ils ne nous répondent pas uniquement santé. On peut voir qu'ils nous parlent de sport, qu'ils peuvent nous parler d'alimentation, qui peuvent nous parler de burn-out au travail, qui peuvent nous parler de troubles musculo-squelettiques, qui peuvent nous parler d'inquiétudes qui sont liées pas uniquement aux thématiques uniquement de la santé, mais à des dimensions qui touchent à la vie environnante dans le cadre de leur quotidien. Donc c'est une préoccupation majeure. C'est une préoccupation extrêmement importante qui est plus forte de la part des personnes qui sont des personnes âgées que de la part des personnes les plus jeunes. Ça, c'est assez logique. Mais ce qui est assez nouveau, c'est que ça embrasse des thématiques qui sont bien plus larges que le simple rapport médicamenteux ou en termes de relations qu'on peut avoir avec les professionnels de la santé que sont les médecins, les infirmiers, le rapport au système hospitalier, etc. Alors Emmanuel Macron était présent ici hier pour ouvrir ce congrès de la mutualité française et dans son discours il a annoncé une loi sur la dépendance avant la fin de l'année 2019. La dépendance, ça c'est un sujet qui préoccupe aussi les Français et votre sondage montre que les Français pensent que les pouvoirs publics ne se préoccupent pas assez de cette question. Oui, alors on peut dire que c'est quand même un sujet qui est relativement nouveau dans le débat public. Il y a encore une dizaine d'années, on n'en parlait pas tant que ça. Il y a le vieillissement de la population qui est présent. C'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui de politique publique en tant que telle qui ont été annoncées de manière relativement forte, en tout cas au cours des quinquennats précédents, et que dans ce contexte-là, les Français ont plutôt le sentiment que jusqu'à présent, c'était un problème d'ordre familial. C'est-à-dire les enfants
qui devaient prendre en charge leurs parents et réfléchir aux conditions qui leur permettraient de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent assurer directement ou indirectement des conditions de vie à l'égard de leurs parents dépendants qui apparaissent comme étant relativement décentes. Nous sommes dans la société française où, d'une manière générale, on pense que ce ne sont pas uniquement des enjeux familiaux, mais également des enjeux collectifs, des enjeux de société. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui croît chez les Français l'attente de la part des pouvoirs publics de pouvoir trouver des solutions, et ça n'était pas sans raison pour lesquels un des sujets sur lesquels le gouvernement a été le plus en difficulté depuis un an, c'est le sujet des EHPAD, autour de comment faire pour pouvoir faire en sorte que nos aînés, comme on a tendance à dire, puissent avoir des conditions de vie décentes une fois qu'ils ne sont plus en situation d'indépendance. Alors il y a, on vous entend, une inquiétude sur la prise en charge, sur le poids qui pèse sur les familles, mais est-ce qu'il y a aussi des inquiétudes sur le financement de la dépendance ? Aujourd'hui, quand on parle de nos différents systèmes sociaux, quand on parle de nos différents systèmes qui sont des systèmes qui permettent d'assurer la solidarité, les Français ont globalement à l'idée que ça coûte cher et que vu l'évolution démographique, ça va coûter de plus en plus cher. Donc il y a effectivement une question, un doute, des interrogations sur comment faire pour financer, sachant que les Français ne sont pas exempts de contradictions. Ils attendent une place qui est une place importante de la part de l'État. Ils attendent une solidarité nationale qui soit relativement importante et dans un même élan ne sont pas entièrement favorables ni à voir un jour de congé qui leur serait retiré, ni à voir leurs impôts augmenter fortement en faveur de cette forme de solidarité nationale. Alors, si on retient une annonce du discours d'Emmanuel Macron, c'est la concrétisation de sa promesse de campagne, le reste à charge à zéro. Ça, on imagine, Jean-Daniel, que c'est une mesure que les Français attendaient. Alors, on l'imagine, mais peut-être pas dans ces proportions-là. Dans l'enquête que nous avons réalisée pour la Mutualité française, on peut voir que 95% des Français y sont favorables et qu'on a même 58% des Français qui y sont tout à fait favorables. Donc il y a aujourd'hui la perception d'une forme d'injustice. Injustice d'égalité d'accès à l'égard de tout ce qui va être les soins optiques et tout ce qui peut être les soins auditifs, même si sur les soins auditifs, ça apparaît comme étant relativement nouveau. On aurait pu être face à des Français qui diraient « Écoutez, au bout d'un moment, chacun doit prendre ses responsabilités et ça n'est pas forcément à la solidarité nationale d'agir, ça n'est pas le cas. Ça n'est même pas le cas quand on regarde politiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de clivage entre la gauche et la droite. Ça n'est pas le cas générationnellement, il n'y a pas de différence entre les jeunes et les personnes âgées. Ça n'est même pas le cas quand on regarde socialement, il n'y a pas véritablement de différence entre les catégories supérieures ou les catégories populaires. Ces soins-là apparaissent comme étant absolument indispensables pour pouvoir mener une vie au quotidien de qualité. Et dans ce contexte-là, l'idée qu'il puisse y avoir un reste à charge zéro, dans son esprit, après on verra l'application, mais dans son esprit, aujourd'hui, est majoritairement soutenu de la part des Français, très majoritairement même. Alors, dans son discours hier, Emmanuel Macron a défendu sa réforme des retraites et on sait chez les Français, eh bien, il y a une inquiétude sur l'avenir du système de retraite. Déjà, il y a un attachement. Il y a un attachement au système de retraite par répartition. Quand vous demandez aux Français qu'est-ce qu'être français, les différents systèmes de solidarité sont portés comme étant une dimension absolument essentielle de ce qu'est notre culture française. Donc on est attaché au fait qu'il puisse y avoir un système de solidarité qui permette aujourd'hui aux jeunes générations de cotiser pour les générations qui sont aujourd'hui à la retraite. Donc cet attachement est un attachement viscéral et quand on écoute avec attention le discours du président de la République hier, il ne parle pas d'une remise en cause de système de retraite par répartition. Dans un même élan, évolution démographique, tension d'un point de vue budgétaire, perception d'un point de vue diffus qu'il y a aujourd'hui une dette et des déficits qui apparaissent comme étant importants, donc une inquiétude de la part des Français qui peuvent aspirer à ce que le système de retraite par répartition perdure et qui, dans un même élan, commencent déjà à réfléchir pour thésauriser et pour pouvoir eux-mêmes se mettre un petit peu à l'abri dans la mesure du possible pour les années à venir, notamment pour ceux qui ont les moyens de pouvoir mettre chaque mois un petit peu de côté. C'est-à-dire qu'une partie des Français pensent que leur propre retraite n'est pas assurée ? Une majorité de Français même a nourri de grandes inquiétudes. Vous en parliez tout à l'heure pour la dépendance, c'est le cas. C'est le cas également pour les retraites, avec une aspiration à ce qu'il y ait un système de retraite qui perdure dans son idéal et dans ses représentations, et dans un même élan, une crainte où l'on voit bien, nous disent les Français, que déjà lorsqu'on passe à la retraite, par rapport au dernier salaire touché, on anticipe une perte de revenus
et en parallèle une inquiétude sur la fiabilité et la durabilité de notre système de retraite par répartition. Alors Emmanuel Macron a bien sûr beaucoup parlé hier de notre système de protection sociale, un système dont il dit qu'il faut être fier. Est-ce que les Français, comment ils le perçoivent, notre système de protection sociale? Quand vous demandez aux Français, qu'est-ce qu'être français? Qu'est-ce qui nous définit? Et éventuellement, qu'est-ce qui nous singularise par rapport à des habitants d'autres types de pays? Notre système social, ou nos systèmes sociaux, je serais tenté de dire, ressortent de manière majoritaire. Ce qui est issu globalement de 1944-1945, du Conseil national de la résistance. Le lien entre les générations, le lien entre les personnes qui sont bien portantes et les personnes qui sont moins bien portantes, le lien entre les territoires. L'attachement au service public constitue des dimensions qui sont des dimensions identitaires, au sens positif du terme, de ce qu'est la société française. Et d'ailleurs, ce n'est pas inintéressant. Quand on prend la campagne présidentielle, on peut voir que François Fillon, qui avait déjà à l'époque parlé d'une différenciation du remboursement selon le risque ou selon la gravité des maladies, même le rhume, a subi les foudres de l'opinion, même d'un camp politique qui est plutôt à droite sur l'échiquier politique, dont on aurait pu penser qu'il était libéral économiquement, et il peut être dans un même élan libéral économiquement, mais aspirer à ce que la solidarité nationale puisse jouer son rôle, même auprès des personnes qui sont avec des niveaux de revenus élevés, même auprès de personnes qui ont des maladies qui, somme toute, apparaissent comme étant relativement peu encombrantes, ou en tout cas relativement peu graves. Donc quand Emmanuel Macron nous dit hier que le système doit s'adapter aux réalités, qu'il ne faut pas avoir peur du changement, est-ce que ça, ce sont des phrases qui trouvent un écho chez les Français? La question, ce n'est pas la question du changement, la question, c'est la question de l'aboutissement. On voit bien qu'il dit qu'il ne faut pas que le système de santé soit statique, et là les Français ils sont plutôt favorables. Il dit qu'il faut maintenir le système de santé tel qu'il existe dans ses grandes lignes, et là les Français ils sont également plutôt favorables. Après, il faut voir jusqu'où ça va œuvrer, quelles vont être les conséquences, quelle va être la place de ce qu'on appelle les complémentaires santé, quelles vont être les incidences en matière de cotisation pour les salariés ou pour les retraités, et quelles vont être également les conséquences en matière de remboursement. On voit qu'il y a des transformations qui existent, et on voit que les Français ils sont relativement prêts, en tout cas peuvent adopter des changements. La mise en place de la carte vitale a globalement été bien suivie, la mise en place du parcours également a été relativement bien suivie. Tout ce qui renvoie également à la modification de la relation qu'on peut avoir avec les médecins, et même les médecins changent aujourd'hui, avec, on le voit, des cabinets qui sont des cabinets avec plusieurs médecins libéraux qui se retrouvent ensemble, pratiques, et constituent des points sur lesquels les Français sont prêts aujourd'hui à accepter et sont prêts à aller. Donc il y a un mouvement qui existe. On est dans un pays où la destination parfois l'emporte sur le chemin. La destination doit être rappelée pour que le Français soit prêt à embrasser le chemin qui leur est destiné. Merci beaucoup Jean-Daniel pour toutes vos explications. Je rappelle que vous êtes directeur du département politique et opinion pour Harris Interactive, et que vous avez donc réalisé un grand sondage à l'occasion de ce 42e congrès de la Mutualité française. Merci d'avoir été avec nous. Public Sénat continue de vous faire vivre ce 42e congrès de la Mutualité française. Rendez-vous à 18h30 avec Rebecca Fitoussi pour une édition spéciale d'On va plus loin ici à Montpellier. Grand merci aux équipes de Via Occitanie qui nous accueillent sur leur plateau. Rendez-vous donc à 18h30 avec Rebecca Fitoussi. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée sur Public Sénat. C'était le 42e congrès de la Mutualité française avec le concours de la Mutualité française.